Bonjour à tous. Avant toute chose, voulons vous avertir que cet épisode a tardé à arriver, à cause notamment d'un déménagement et de trop longues vacances d'été, et que cet enregistrement a été réalisé avec quelques soucis de micro. Donc nous avons essayé de faire notre possible au niveau du montage, mais il reste encore quelques petites brides, donc nous nous excusons pour ces petits défauts de son, et on essaiera de faire beaucoup mieux la prochaine fois. Bon épisode à tous. Tagadak à vous mes frères et sœurs, bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Pop Culture. Vous naviguez en compagnie de Ordos, Salut. Atreide, Salut. Chacha Salut. et moi-même Lilith. En cas de désaccord avec nos propos durant cette expédition, un masque ne pas automatiquement devant vous et donc vous équiper d'une bière et de second degré avant le décollage. Mais il y a un problème là, parce que comme on le fait plus tôt que d'habitude, en termes de bière, justement, j'en parlais là, on les a pas sortis, donc on fait quoi? Parce que on peut très bien s'équiper d'un petit thé, tu vois, un truc, ou alors faut vraiment forcément une bière. Non, ça peut être de la bière sans alcool. Ok, non, mais bon. Et forcément le second degré. Le troisième si tu veux, le quatrième aussi. Ok, non, parce qu'il faut savoir, parce que c'est vrai que... Donc tout le monde s'équipe d'une tourtelle twist, quoi. Ça Formidable. passe, on est ok. Avec le coca aussi. Tourtel Twist, pop culture ou simplement produit marketing? On avait dit qu'on faisait pas de pub pour les marques sur Pop Culture. Ah oui, mince. Donc commence Et pas. du coup, c'est quoi? Faut qu'on fasse la pub pour 2 autres marques pour être bon ou comment ça se passe? Bah on peut parler, on peut dire qu'on est sponsorisé par Heineken et Affligem. On est sponsorisé par les moines. Les moines d'Heineken, t'es sûr? La bière d'abbaye d'Heineken, ouais, je la connais bien cette abbaye, elle est très sympa. Ouais. Ah, mais elle est- Superbe. Faut parler de leur super fromage aussi dans ce cas-là. Quoi? On invite tous nos auditeurs à aller visiter l'abbaye d'Heineken. Ouais, la fameuse. Elle est située sur les contreforts des monts Lef et elle partage un peu de ses champs avec juste à côté le monastère de Grimbergen. Tout ça depuis les années à peu près 644. Au moins tout ça, ouais. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, dis donc. Dis donc, Lilith, Mais c'est dis quoi le donc. sujet d'aujourd'hui? Mais moi j'y peux rien, c'est vous qui me coupez la parole, bande de mansplainers. Alors, Ah, putain. du coup, l'épisode d'aujourd'hui, donc il sera pas sponsorisé par nos VPN, ni par YouTube d'ailleurs, donc sera consacré à YouTube et qu'est-ce que le site d'hébergement de vidéos a apporté au divertissement dans le paysage médiatique. Donc avant de retracer l'histoire de YouTube dans les grandes lignes, on va essayer de faire plus court que pour Prince of Persia, j'aimerais savoir quel est votre usage de YouTube, et après je vais vous lancer dans un petit quiz. Donc, vous, comment est-ce que vous utilisez YouTube? Enfin, quel est le YouTuber ou la YouTubeuse que vous regardez le plus, ou la chaîne? Autour de quel sujet, en général, se concentre votre consommation? Ordos. Ouais, ok, d'accord. C'est une question difficile parce que YouTuber que je regarde le plus, je sais pas trop. Le thème des vidéos que tu regardes le plus, au pire. Ouais, le thème. En fait, j'utilise principalement YouTube pour deux choses. Premièrement, soit les tutoriels de cuisine, soit de modélisme 3D, etc. Et puis ensuite, ça va être surtout des covers de musique faits avec des instruments médiévaux ou je sais pas quoi, des reprises de musique de jeux vidéo, etc., quoi. Donc c'est plus ça que j'utilise sur YouTube et je suis pas trop youtubeur, enfin gros youtubeur à succès comme le joueur du grenier ou Squeezie ou tous ces trucs là quoi. Ah, donc tu es la team JDG, quoi. Je suis. Tu Oui. fais encore partie des rares personnes qui sont pas triggered par le JDG. On va pas se lancer là-dessus. Je regardais un moment, mais il ne me plaît plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Depuis, il a fait 2 tweets de droite et c'est foutu. Mais quoi. putain, mais c'est ça, c'est que. Et la soutenue du point aignan, c'est foutu.
Ouais, il a pas, tu rigoles, mais ouais, en fait. Moi, j'aimerais beaucoup voir du contenu sur YouTube, si je peux me permettre un peu on est toujours dans l'intro, mais voilà, ce serait vraiment pas Mais mal. Je pense que ce serait un bon t'avais YouTuber. des vidéos de mecs politiques qui étaient sur YouTube et qui étaient assez mal à l'aise et qui essayaient de parler de Jones. Alors je sais plus si c'est Bruno Le Maire. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il s'appelait, je crois. Toujours Non, très actif d'ailleurs. c'était soit Vauquier, soit Le Maire. C'était assez. Enfin, faudrait retrouver la vidéo, mais c'est très stupide. C'est très marrant. Il dit ouais putain, ça m'énerve, tu sais, mais genre tu sens que c'est forcé dans son Ça me truc. fout le quoi. seum, wesh gros. Mais ouais, c'est ça, et c'était très marrant. Mhm. Mais non, je regarde pas du coup ces vidéos-là. Non, C'était le mec du RN aussi qui avait tenté de se lancer sur YouTube et qui avait fait pareil des vidéos hyper malaisantes là le second de Marine Le Pen là il y a quelques temps. Philippot. Oui c'est ça. Ah ouais. Il avait essayé de faire quelques vidéos au début et tout. Oh là là le malaise. Oh ça d'ailleurs ça a pas marché. Il a fait 2 épisodes il a arrêté. Bah, vu que c'est toi qui as la parole, Atré, tu vas nous dire quel est toi ton usage de YouTube. Moi mon usage de YouTube il est quotidien. En fait moi j'utilise tout le temps YouTube globalement c'est ma télé si on veut. Je regarde de tout en fait dessus. Ça va aller de la vidéo de vulgarisation culturelle historique. Ça va être des interviews diverses. Ça peut être des émissions politiques. Ça tourne aussi beaucoup autour du jeu vidéo, jeux de société, enfin pop culture en général, mine de rien. Et puis effectivement des fois des petits tutos à droite à gauche quand il y a besoin. Mais ouais, j'ai quand même une grosse utilisation de YouTube. Est-ce que t'as regardé une vidéo tuto pour les coupures de bordure électriques Le rotor là, je sais plus comment ça s'appelait. Le rotophile. Rotophile, pardon. Mais c'est un outil incroyable, hein, vraiment. Hein. Ah bah, Ordos a dû regarder un nombre incalculable de vidéos de tutos sur le rotophile pour pouvoir Alors, couper ça. sache que déjà, premièrement, c'est pas pour couper des haies. Premièrement. Ah merde. Mais et non, j'ai pas regardé. C'est pas ce qu'il y a écrit sur Castorama. Hein. Non, mais d'accord, mais tu peux pas. Enfin, vu que c'est un petit fil en plastique, tu peux pas couper un gros truc taille tuya, tu peux pas la couper, voyons. Non, c'est pour les petites bordures, tu vois. C'est pour faire de la finition dans ton jardin. C'est vraiment. On ou devrait alors, faire un ou alors, épisode, sur les haies dans Pop Culture. Ça va être ouais, court. ouais, Hein. ouais. Bah après, il y en a des plus gros. Hein, ça. Moi, c'est parce que j'ai un petit que je peux faire que des petites finitions. Mais c'est très intéressant. Hein. Ça, je pense que c'est les vidéos les plus intéressantes de YouTube. Hein. Des vidéos de rotophile. Mais vraiment. Alors, on vous invite à aller regarder des vidéos là-dessus. On vous nous dirait si c'est intéressant ou pas. Mais en vrai, au-delà de la blague, par contre, tu vois, typiquement, quand t'as jamais fait de jardinage ou quoi, ben c'est hyper bien en fait. Parce que t'as des trucs en 5 minutes où on te dit, bah voilà, pour te débarrasser de ça, pour tailler ça, bah tu fais comme ça, il y a des astuces, des choses comme ça. Et c'est vachement pratique en vrai. Pour plein de choses, quand tu sais pas, c'est pas mal. Et toi, Chacha, quel est ta Madeleine de Proust sur YouTube? Ouais, moi, je regarde des vidéos de Prince of Persia sur YouTube. Non, pas que. J'essaye de faire des liens. Je regarde pas mal de vieux jeux vidéo parce que je suis nostalgique, parce que j'ai plus vraiment le temps de jouer aux jeux vidéo comme j'y ai joué quand j'avais 6 ans. Non, pas vraiment 6 ans, bref. Et je suis un peu comme Atreid, c'est-à-dire que je vais regarder quotidiennement YouTube. Par contre, il y a des moments très différents. Je regarde systématiquement en rentrant de soirée un peu bourré. Par exemple, la chaîne LGR, qui est un mec aux États-Unis qui passe son temps à trifouiller des vieux ordinateurs des années 80-90. Et ça, vraiment, je peux pas le regarder quand je suis sobre. Mais alors, quand je rentre complètement ivre, ça prend une dimension mystique. Et j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder ça parce que enfin, faut vraiment aimer les ordinateurs pour ça. Mais sinon, à côté de ça, j'écoute beaucoup de musique sur YouTube. Et puis je regarde pas mal aussi. C'est un peu mon kiff des derniers temps. C'est la kiffance, pour prendre un terme Jones. Je regarde pas mal de gens qui font du jeu de rôle sur YouTube. Donc Roll and Play notamment et tous les trucs de Black Book. Mais bon, on va croire qu'on est sponsor par Black Book et puis par Castorama, ça va faire un peu bizarre. Bref, j'utilise YouTube pour tout et n'importe quoi. Et toi, Lilith? Eh ben du coup moi alors c'est un peu un mélange de tout ce que vous faites. Je regarde pas mal de vidéos de vulgarisation, que ce soit en histoire et en sciences, parce que je suis alors dans la vie de tous les jours, je suis pas du tout une spécialiste de ça, mais j'aime beaucoup regarder même si je comprends rien.
Donc par exemple, j'aime bien regarder Dirty Biology ou le Vortex. Je trouve ça passionnant, même si je retiens pas grand chose dans la fin, mais c'est en tout cas plutôt bien présenté suffisamment bien présenté pour attirer mon attention. En histoire, j'adore Nota Bene, c'est vraiment, je crois, la référence 2.0 de l'histoire sur YouTube. Et après, c'est beaucoup de chaînes autour du cinéma, comme Captain Popcorn, Urandal, Fossoyeur de films, et la pop culture un peu en général aussi, Nexus 6, mais c'est toujours en lien avec le cinéma. Donc moi, c'est plutôt souvent effectivement des vidéos d'analyse explicatives et de la vulgarisation. J'écoute pas du tout de musique parce que j'ai déjà un moteur, un logiciel, une application pour écouter de la musique. Donc c'est vraiment plus des vidéos que d'informations, en tout cas d'informations divertissantes. Alors du coup, on va commencer. Vas-y. Ouais, je disais, moi c'est pareil, depuis que j'ai une appli dédiée justement juste pour la musique, etc., beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'avant j'utilisais beaucoup YouTube pour écouter de la musique, etc., où je retrouvais un peu tout, mine de rien. Et on en parlera un peu plus tard, mais les propositions qu'ils pouvaient faire en rapport et tout, ça m'a aidé à découvrir beaucoup de choses en fait. Ouais, on en parlera dans un des thèmes, une des parties du podcast. On va commencer par faire un petit quiz avec beaucoup de nombres. Je vais vous poser des questions, donc il y a 10 questions. Et pour rester dans le thème du numéro 10, je vais vous laisser 10 secondes à chaque fois pour répondre, pour laisser autant aux 3 auditeurs qui nous écoutent de réfléchir. Donc, vous pourrez répondre qu'au bout des 10 secondes. D'accord ? Et à la fin, si vous voulez, vous pouvez compter vos points pour voir si vous avez eu des bonnes réponses. Donc c'est qui part. Première question. En quelle année a été fondé YouTube, par qui et quelle entreprise employait les créateurs ou les créatrices de YouTube au départ? On va mettre 5 secondes plutôt que 10. Ouais, c'est long. Allez-y. Alors 2005 par 3 pégus de PayPal, dont Jawed Karim, c'est le seul dont j'ai pris la. Il y en a deux autres. Steve Chen et Chad Hurley. Ouais. Donc en quelle année ça a été créé? 2005. Quel mois? Aux alentours de mars. Février. Février. En tout cas, c'est ce que dit Wikipédia. Exact. Et pour qui travaillait au départ, du coup, ces trois jeunes hommes? PayPal. Exact. Ensuite, quelle fut la première vidéo téléchargée sur le site et combien de temps dure-t-elle? Elle s'appelait Me at the Zoo. Ouais. Me at the Zoo même, si j'essaye de le faire en anglais. Oui. Et je crois qu'elle dure. Alors je sais pas combien de temps elle durait exactement, mais c'était 2 minutes avec Jawed Karim d'ailleurs, qui est un des créateurs, qui parlait de lui au zoo, ce qui n'était pas du tout le pourquoi où YouTube avait été créé au départ en fait. Donc on va revenir après. Donc c'est effectivement Me at the Zoo. Elle dure 18 secondes. Et en fait, donc dans cette vidéo très courte, il décrit les éléphants qu'il voit et à quel point il admire leur très longue trompe. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Et à ce jour, donc cette vidéo cumule, alors je vais essayer de le dire tout doucement, 177 095 772 vues. Voilà. Ensuite, quel était le but de la plateforme à l'origine? Ah, moi je peux aussi répondre. Bah oui, ce serait bien de laisser les autres parler. Atré, du coup, tu veux répondre? Ah ben j'en sais rien moi en fait. La vraie origine, je sais pas. Ordos? Bonne question. Dis donc. Alors attends, je vais vous donner un indice. Ouais, c'est écrit en février. Ah mais moi je le sais. Attends, arrête. Arrête de mansplainer les autres. Oui. Donc pour vous donner un contexte, donc c'est 3 mecs. Pensez aussi un peu à Facebook, c'est à peu près, on va dire, la même époque. C'est 3 mecs qui ont voulu créer un site à l'époque du mois de février, où c'est une époque qui est un peu, on va dire, charnière pour les hommes célibataires. Ah, ok. Ok, donc c'est pour la Saint-Valentin et c'était pour se présenter. C'était un truc de dating, en fait, à la base? Exact, c'était un site de rencontre. Ok. Et donc il s'est dit qu'avec une vidéo sur les trompes d'éléphants, il avait des chances de pécho, quoi. Justement, c'est ça qui est très intéressant parce qu'en fait, ils créent ça en se disant ça va être une plateforme où les gens ils vont pouvoir poster leurs vidéos pour se présenter. Un peu comme ce qu'on avait sur les chaînes câblées. Alors, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il y a eu une époque où sur les chaînes câblées satellites, il y avait des chaînes entièrement consacrées à ça, plutôt pendant la nuit, genre en fin de soirée,
On pouvait regarder ça pendant des heures et c'était des gens qui se présentaient, qui faisaient leurs petites annonces comme les petites annonces dans les journaux, mais télévisuelles. Et bah, YouTube a repris exactement la même idée, sauf que ce serait mis sur Internet. Et c'est vrai que c'est très étonnant que le créateur, pour tester la première vidéo qu'il a fait, au lieu de faire une vidéo test où il se présenterait lui-même, a fait ce qui va devenir un peu la marque de fabrique de YouTube au début, c'est-à-dire il décrit ce qu'il voit, quoi. Et il fait des vidéos un peu bizarres. Enfin, je dis pas que décrire un éléphant, c'est... Est-ce que c'était pas juste une vidéo aussi qu'il avait sur le moment, et au moment de tester, c'est-à-dire qu'il en a pas tourné spécifiquement, il l'avait sur son PC ou quoi, et pour le test, il l'a chopé et puis il l'a balancé. Hein. Est-ce que tu as beaucoup de vidéos sur ton PC de toi en train de commenter les trompes des éléphants? Non, mais ou autre chose. Si ça se trouve, il a fait ça pour se marrer, qu'il avait envoyé à ses copains, et puis voilà. Parce qu'à l'époque, on s'envoyait des trucs en mail, tu vois. Je pense que la réponse d'Atrid, moi, me paraît plus satisfaisante. C'est vrai que ça peut se penser. Et donc, au départ, ils avaient... Excuse-moi, vas-y. Je disais, je suis pas sûr qu'ils soient allés spécifiquement au zoo en se disant « Eh, la première vidéo, ça sera une vidéo où je me moquerai de la trompe des éléphants. » Formidable. Il avait plutôt l'air de les admirer, Il justement, les plutôt que de se moquer. Tant pour moi. Et donc, du coup, au départ, il avait posté, donc les 3 fondateurs avaient posté une annonce sur Craigslist, donc c'est un site américain de petites annonces, où ils demandaient à des jolies filles de télécharger des vidéos d'elles sur la plateforme, donc ça rejoint ce que vous disiez, et donc, en échange, ils leur offraient $100. Donc, c'était un message qui n'avait pas rencontré beaucoup de succès, et ils ont finalement renoncé à ce projet. Donc, pour finalement se diriger vers d'autres types de vidéos. Mais bon, dans un autre contexte, on peut aussi appeler ça du proxénétisme, mais ça vous dresse grosso modo le portrait de ces charmants jeunes hommes de 27 ans. Je tiens aussi à préciser qu'à l'époque, il existait déjà Vimeo et Dailymotion. Donc Dailymotion qui est un site français. Ouais. Alors ensuite, 4e question, en quelle année le site fut-il racheté par Google et pour quelle modique somme? « 2006, non? C'est pas ça? Ouais. Pour combien? La somme, je l'ai plus en tête. Elle est genre à quelques millions. 1,6 milliard de dollars, je crois. Ah ouais? C'est ça. Carrément? Ok. Ah, C'est ça, tu vois. Elle a été rachetée le 9 octobre 2006 pour 1,65 milliard de dollars par le PDG de l'époque, donc Eric Schmidt, qui ne faisait pas de cuisine. Voilà. Qui ne faisait pas de cuisine? Ça, c'est une information qui est importante ou pas? Schmidt. Non, mais tu l'as pas. Les- Les cuisines Schmidt. Alric, Ah oui! Waouh! Toi, la Ok, blague. moi, je pensais à Pauline ouais. Schmidt-Pantel, mais mais rien à non, voir. non, pas du tout. Non, mais c'est pour rester dans le thème du jardinage, touché à la maison. Et cuisine et jardinage, c'est deux choses complètement différentes. Parce que autant je réussis bien la cuisine, autant le jardinage, c'est pas mon truc. Merci, Chacha. Ensuite, quelle fut la première vidéo à atteindre le million de vues et quelle fut celle qui a accédé le milliard de vues? Alors, Donc, le milliard de minute. vues, c'est forcément une vidéo de chat. Ah non, 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 le milliard de vues, je dirais que c'est... comment il s'appelle là PewDiePie? tu sais, c'est celui qui faisait de la... Non, non, pas PewDiePie, c'est le clip du mec de Corée, là. Ah, Gunman Style? Gangnam Ouais. Style, de Psy, effectivement. C'est ça? Ouais, C'est ça le doit être milliard, ouais, du coup, c'est lui? ça, c'est le Et milliard. lui, c'est le milliard de vues, en décembre Ok, le 2012. million alors, du coup. Alors, du coup, le million, c'était une vidéo promo de Nike sur Ronaldinho, en septembre 2005. Donc pas longtemps Ah. après le début de la plateforme. Ah, c'est moins classe. C'est une pub, je crois qu'on le voit en train de s'entraîner. J'ai pas réussi à retrouver exactement laquelle, mais voilà, c'est pas spécialement intéressant. À l'heure actuelle, quelle est la vidéo qui cumule le plus de vues? Bonne question. Eh ben, ce serait pas Baby Shark. Alors, dose compte tes points, t'es en train de gagner. Exactement, c'est Baby Shark Dance, qui est une chanson enfantine de la chaîne Pink Fong, une marque éducationnelle coréenne, sud-coréenne, donc les Sud-Coréens sont très bons pour faire des vues. Et dans le classement des vidéos les plus vues, il y a quand même 3 vidéos d'Ed Sheeran. Ah ouais. Bien, bien joué, bien joué. Par Bien, contre, ouais, Ordos, je veux pas savoir pourquoi tu sais cette information, mais Eh ben, c'est parce que c'est incroyable comme musique. ah ouais, Baby Shark, ça tue. Ah bah oui, bien sûr. C'est mignon. On regardera Baby Shark. Ensuite, quelle est la vidéo qui réunit le plus de j'aime? Alors ça... Aucune idée. Aucune idée. Ouais, vas-y, balance.
Alors, c'est Despacito. Oh non. Avec 45,41 millions de likes en janvier 2017. Et elle fait... Alors, pareil, dans la liste des 30 vidéos les plus likées, on retrouve 7 vidéos de BTS, le groupe sud-coréen. Encore une fois, les Sud-Coréens sont forts. Mais de toute façon, Despacito, au moment de sa popularité la plus haute, c'est pas lui, à un moment, il avait pas battu un record justement de nombre de vues de vidéos? C'est possible, j'ai pas noté les autres vues, mais ça doit faire partie. Il me semble que j'ai entendu parler de cette histoire ou quoi, ouais, Despacito, ça avait pris une ampleur. Alors, on continue dans les grands chiffres, et c'est presque fini. Quel est le chiffre d'affaires de YouTube? C'est en millions ou en milliards? En milliards. C'est plus de 10? Moins. 6? Ouais, 6,01 milliards de dollars en revenus publicitaires au premier trimestre 2021, donc soit 49% de plus par rapport à la même période de l'année précédente. Et c'est peut-être lié au fait qu'ils aient augmenté leur durée de pub pour les vidéos de plus de 8 minutes. Ça va leur apporter forcément plus de revenus publicitaires. Sans doute. Ensuite, quel est le nombre d'utilisateurs mensuels mondial? Voilà. 10 millions. Bon, pareil, on doit être en milliards, je pense. Mensuel, je pense qu'on doit être à 100 millions à peu près, quelque chose comme ça. T'es petit joueur. Ah bon? Ah non, c'est plus que ça? forcément milliards, bah oui. Oui, c'est forcément... Je sais pas, on est... Allez, 900 millions. Moi je dis 10 milliards. Au moins 10 milliards. Au moins 10 milliards? 10 000 milliards. Alors, c'est 2,299 milliards dans le monde d'utilisateurs actifs par mois, donc à peu près 30% de la population mondiale. Bah Oh oui. boy. Oh la vache. Et dernière Ok. question avec plein de chiffres. Quelle est la quantité de vidéos vues en une seconde? « 100 milliards. Je répète ma question, la quantité de vidéos. 100 milliards. 100 milliards quantité de vidéos, ouais. Alors, oui, bien sûr. Alors, on est à plus de... Non, par seconde, on est à... Je sais pas, je dirais, allez, 100 000? Ouais, t'es pas loin. 400 000. C'est 88 000 vidéos chaque seconde. Soit, donc, 5 280 000 en une minute, soit 316 millions en une heure, soit, bon après j'arrête, plusieurs milliards en un seul jour. Donc ça correspond à plus d'1 milliard d'heures de vidéos de vues, et à peu près 720 000 heures de vidéos ajoutées par jour. Soit 30 000 jours, soit 82 ans. Donc en gros, si on résume, le réchauffement climatique, c'est principalement YouTube et les émoticônes caca. En gros. Et les tutos. Et les tutos de cuisine, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est que ça, le réchauffement climatique, c'est que YouTube. Bah, c'est YouTube, c'est sûr. Bien sûr. Après, moi sur YouTube, j'ai vu une vidéo qui te dit qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc du coup, tout va bien. Hein. Bah, c'est la seule vidéo qui doit pas réchauffer le monde, hein, je pense. Ah bah si c'est YouTube qui le dit. C'est sûr. Alors du coup, on va passer à un historique un peu plus sérieux de YouTube. On va voir comment est-ce que la plateforme s'est popularisée au fil du temps avec les premières vidéos, sous quel format. Qu'est-ce qu'elles apportaient de nouveau et différent par rapport à ce que j'ai mentionné précédemment comme Vimeo ou Dailymotion. Ouais, comment YouTube est-elle devenue une référence d'Internet? C'est vrai ça, comment? Atreide, est-ce que t'as une idée? Ouais, moi j'ai une vague idée. Faut dire que donc moi YouTube je le consomme aussi. Enfin, je suis sur la plateforme depuis très longtemps. Depuis 2005? Bah je pense ouais, ça devait être 2004-2005, un truc comme ça que je devais y être parce que là, je me rappelle effectivement où j'alternais entre YouTube et Dailymotion. Sur YouTube principalement, je regardais genre des vidéos de skateboard. J'aimais beaucoup voir des figures de snowboard ou des trucs comme ça sur YouTube. Et c'était beaucoup de vidéos très amateurs. Pareil, j'avais des tutos de Diabolo, parce que je faisais du Diabolo avant. Le jeu, hein, pas la boisson. Ouais, le jeu de jonglerie là. Non, pas la boisson. Ça, je savais faire. Mais ouais, et du coup, à l'époque, c'était effectivement beaucoup de petites vidéos amateurs comme ça, où il y avait, ou alors c'était peut-être des blagues, des trucs comme ça. Enfin, c'était très balbutiant.
Et je me souviens que le contenu original à l'époque était beaucoup plus sur Dailymotion. Il me semble que le JDG avait dû démarrer sur Dailymotion. Ouais, Enfin, a priori, la plupart des youtubeurs ont commencé sur Dailymotion. Pas forcément, mais oui. et il y avait plein de choses sur Dailymotion. Moi, je me rappelle, je regardais les épisodes de Naruto en Hein. VOST sur Dailymotion, justement, parce que bah, pas de sous, tout ça, machin. Donc à l'époque, en plus, ça prouve aussi qu'il y avait absolument aucun contrôle sur ce qui se passait, parce que bon, légalement, c'était absolument complètement interdit de pouvoir diffuser comme ça une série, mais il y avait pas mal de choses. Et pour moi, ce qui a démarré vraiment l'explosion de YouTube, c'est le rachat de Google et le début de la monétisation. Et donc c'est à cause de Google, enfin, ou grâce à Google, que c'est devenu monétisé? Eh ben oui, en fait, en gros, le problème de ces plateformes-là, et qui est un problème qu'a rencontré Dailymotion, c'est que ça coûte très très cher. En termes de développement, de coûts d'infrastructure, etc., ça coûte très très cher. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, bah, en fait, quand Google est arrivé dans la balance, ils ont investi énormément dans YouTube à perte, dans l'idée justement de l'imposer complètement et de le démocratiser complètement. Et bah, c'est à partir de ce moment-là, forcément, ils ont pris une avance de fou par rapport à Dailymotion, qui lui arrivait à lever des fonds de temps en temps, mais jamais il a eu les moyens que Google a débloqués pour YouTube. Et donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est là où il a commencé à y avoir un peu la fuite entre guillemets des créateurs qui commençaient à créer un peu sur Dailymotion vers YouTube. Et puis après, la plateforme a évolué comme elle a évolué, et en face, Dailymotion s'est écrasé, on va dire. Mais existe encore, hein. Ouais, il existe encore, mais vraiment, à l'époque, Dailymotion, c'était plus populaire que YouTube, en fait. Ouais, ouais. Et En France. non, même à l'étranger, etc., en fait, en termes de vues, etc., ils étaient au moins concurrents équivalents, etc., quoi. Et du coup, effectivement, à partir de ce moment-là, il y a eu un vrai essor de YouTube face à un Dailymotion qui s'est, bah, du coup, qui a tout perdu, entre guillemets, à ce moment-là. Alors, si je peux rajouter d'autres petites choses, je me doute bien que le fait que Google investisse a vachement aidé. Mais l'un des premiers problèmes en fait qui s'est trouvé avec YouTube, c'est que toi tu disais que tu regardais des vidéos de snowboard, mais en fait il y a eu assez rapidement des vidéos qui étaient enfin comme des enregistrements en fait. On mettait ça sur une cassette vidéo avant, mais il y a des extraits vidéo notamment de Saturday Night Show qui ont été mis sur la plateforme et qui ont fait que certaines chaînes de télé se sont pris la tête avec YouTube et ont commencé par exemple Déjà à cette époque? dès le début de YouTube 2006, la NBC, une chaîne américaine, demande à YouTube de retirer plusieurs vidéos sur du Saturday Night Live et également de vidéos. Alors je sais plus c'est quels Jeux Olympiques, mais il y avait eu des vidéos d'épreuves de Jeux Olympiques qui avaient été postées sur YouTube. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ça arrive en février et dès juin 2006. Alors en février, YouTube impose une limite de 10 minutes pour ces vidéos. C'est ce qui va rester très 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 longtemps jusqu'en 2010. Et en juin 2006, la NBC pardon, se rend compte que peut-être que plutôt que d'interdire, il vaut mieux partager l'idée d'un transmédia et en fait faire un partenariat. Ils vont lancer un partenariat donc dès juin 2006 avec YouTube, ce qui va aussi dans le champ audiovisuel permettre à YouTube de trouver une place par rapport aux médias plus traditionnels que sont la télévision. Et D'accord, là. je pense que c'est aussi ça qui a pu peut-être donner ces lettres de noblesse à YouTube parce qu'elle a pu avoir un contenu prioritaire qui venait directement des chaînes de télévision. Il y a la NBC, mais il y en a eu sûrement d'autres. Enfin, il y en a eu d'autres juste après. Et ça, c'est très lié à la manière dont les émissions de télévision aux États-Unis fonctionnent, puisque comme il y a beaucoup de chaînes qui sont locales, une émission par exemple peut être payée et diffusée sur plusieurs chaînes de télévision un peu partout aux États-Unis, parce que les autres chaînes de télé vont racheter une émission qui marche. Par exemple, du show d'Oprah Winfrey au tout début. Et du coup, avec une plateforme comme YouTube, ça a permis très vite d'avoir du contenu qui était disponible partout, peu importe où on était, sans avoir besoin de dépendre des horaires de diffusion. Ça, après, c'est du coup le vrai avantage aussi des plateformes, mais en général, en fait. Oh ouais. Que ce soit Dailymotion ou quoi, et là, c'est un peu plus même le débat qui peut être lié au contenu sur Internet.
c'est que l'avantage du contenu sur Internet, tu as le choix. Tu as le choix d'en faire si tu veux et tu as le choix de prendre ce qui t'intéresse, alors que la télé, ça t'est globalement imposé. Même s'il y a plusieurs chaînes, tu es quand même restreint à ce qui est présenté sur ces chaînes-là. Et surtout, tu peux le voir et le revoir quand tu veux, où tu veux. Et là c'est clair que pour les nouvelles générations, etc., c'était devenu un avantage formidable qui forcément a attiré énormément de monde. Après, pour rejoindre la question, excuse-moi, Ordos, du coup, pour rejoindre la question en fait du développement de YouTube, il y a quand même YouTube qui s'est mis à développer d'autres types de formats que juste les vidéos, on va dire divertissantes. Ils ont quand même créé, bon, on a vu la musique, maintenant il y a la location de films, il y a aussi une offre qui est faite sans publicité mais qui est payante. Il y a aussi d'autres services qui sont adaptés aux enfants. Donc, je pense que effectivement, il y a effectivement le partenariat plus la monétisation qu'on n'a pas vu ailleurs. Je pense pas que Dailymotion ait développé ce genre de monétisation ou ce genre de partenariat avec d'autres entreprises ou en tout cas d'autres services que juste simplement visionnage de vidéos. Alors ils ont tenté, Dailymotion avait tenté justement de se rapprocher un peu des autres entreprises et aussi des publicitaires tout simplement, pour commencer à pouvoir faire de la rémunération et ce genre de choses et à se monétiser aussi. Mais c'est sûr qu'ils ont pas réussi à tenir face au poids qu'ils avaient en face d'eux, quoi. Ouais, donc ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que il y a eu ces plateformes qui se sont fait la compétition et clairement YouTube a gagné, mais en face de ça, il y a aussi les chaînes de télévision qui ont essayé de se mettre au diapason. On commence à avoir des offres de vidéos en ligne, ce genre de choses. Alors ça me fait penser principalement à Arte TV parce qu'ils font aussi du podcast et que je commence à être un boomer et que du coup j'écoute des trucs un peu intello. Mais il y a aussi MyTF1, il y a même maintenant des services de location de films sur ces sites-là, notamment pour les films Bollywood qui sont assez nombreux sur MyTF1. Et donc en fait on a eu une sorte de multiplication d'offres et de plateformes de choix qui sont possibles, puisque je ne l'ai pas testé non plus, mais maintenant YouTube permet aussi d'avoir accès à du contenu audiovisuel directement dessus. YouTube s'est mis sur nos télévisions. Alors Enfin, après ça s'est arrivé bien plus tard, je sais bien. là-dessus. Pour le coup, oui, ça a changé complètement effectivement la façon dont les chaînes ont produit du contenu. Il y a des chaînes qui ont été réfractaires, il y a des chaînes qui ont essayé de faire la même chose mais uniquement sur leur chaîne, comme tu disais MyTF1 et tout, qui produit du contenu uniquement sur son propre site. Mais il y a aussi d'autres chaînes comme Arte effectivement qui ont pris le pli de YouTube et qui se sont créés leur propre chaîne, créent et financent du contenu uniquement pour leur chaîne YouTube, qui n'est pas du contenu forcément diffusé sur la chaîne télé. Et ouais, chaque chaîne a réagi un peu à sa façon. Ce que montre Chacha, c'est plus par rapport à la vidéo à la demande. Donc c'est pas du tout la philosophie de YouTube. C'est YouTube qui à un moment s'est adapté en disant bon bah maintenant c'est devenu on peut s'abonner, on peut avoir de la musique en illimité et on peut avoir des séries exclusives si on est abonné. Mais clairement c'est surtout c'était ce côté communautaire du début des années 2000 en fait qui a percé. YouTube il a été connu parce que ça faisait partie d'un réseau social puisqu'on n'avait que des vidéos de max 10 minutes. Donc c'était vraiment, on crée son compte, on peut poster ses vidéos. C'est aussi l'époque de MySpace, où on pouvait mettre nos propres musiques, etc. Tu n'as plus besoin d'un média externe, enfin de quelque chose d'externe pour pouvoir te lancer. Alors qu'avant, si tu voulais lancer ton son, il fallait que tu ailles dans un studio d'enregistrement, il fallait que tu trouves un label, etc., etc. Maintenant, du jour au lendemain, tu pouvais aller uploader ta musique sur MySpace. YouTube, c'était pareil. Tu as des envies de cinéma, enfin YouTube ou Dailymotion, tu as des envies de cinéma, tu as des envies de faire des vidéos. Tu peux l'uploader directement. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une chaîne qui va diffuser ton truc de 10 minutes, en fait. Je suis pas entièrement d'accord. En fait, moi, ce que je disais, c'est juste que ce qui était amusant de voir, c'est plutôt les effets. T'as raison, il y a eu une sorte d'aller-retour, hein, c'est-à-dire que YouTube propose une manière de faire, de proposer du contenu, en s'inspirant aussi de ce qui était proposé par le monde de la télévision. Et la télévision s'est adaptée, et en retour, YouTube s'est lui aussi adapté.
en proposant de nouvelles choses. Donc il y a une sorte de... C'est-à-dire que on aurait pu avoir des discours au début des années 2010 qui disaient que YouTube allait complètement écraser la télévision. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a eu une adaptation et il y a eu un genre de partenariat plutôt qu'une véritable opposition. Aujourd'hui, les gens continuent à regarder la télé et les gens continuent aussi à utiliser YouTube. Par contre, là où je te rejoins pas forcément, c'est que tu as l'air de dire qu'il y avait un genre de méga démarche artistique dans les premières vidéos YouTube et tu fais le parallèle avec MySpace. Je pense que c'est pas forcément du tout sur la même longueur d'onde. Il y a un langage particulier aussi aux premières vidéos qui ont eu un certain succès avec des gens qui ont pu en vivre. Je pense aux youtubeurs, dont on parlera un peu plus tard. Mais c'est un format particulier, la vidéo du youtubeur. Ça n'a rien à voir avec des courts-métrages que peuvent faire des étudiants en audiovisuel lorsqu'ils sortent d'une école de cinéma et qui doivent produire quelque chose. Et pareil pour les publicités, c'est-à-dire que YouTube n'a pas foncièrement transformé la manière de faire des publicités, c'est juste que c'est un nouveau média sur lequel elles vont être diffusées. Tout à l'heure, Lilith parlait de la vidéo Nike qui a dépassé le million, mais encore aujourd'hui, quand on utilise YouTube et qu'on est obligé de se taper 15 secondes de vidéo, ça reste des vidéos qui sont globalement sur le même genre de format que les autres publicités, quoi. En tout cas, que les autres publicités qu'on pourrait trouver sur Internet. Après, cela dit, si tu parles de format vidéo, je te fais remarquer que la plupart, alors je sais pas, le seul dont je connais vraiment l'histoire, c'est Norman, ou Nota Bene. Quand ils ont commencé leur vidéo, en fait, ils ont une formation de vidéaste à la base, quand même. Vrai. Je sais que Norman il a fait des études de cinéma, alors je sais plus lesquelles. Ouais, je sais plus du tout, je sais pas retrouver. Je sais qu'il a fait des études de cinéma, ça c'est sûr. Nota Bene, lui, pareil, je sais plus si c'était cadreur ou quelque chose, mais il travaillait dans le monde du cinéma. Donc c'est quand même des gens qui avaient déjà des codes pour un certain format. C'est beaucoup de gens qui ont fait des études dans le multimédia et l'audiovisuel, effectivement, et où par contre la partie studio de prod, cinéma et autres, c'était tout de suite beaucoup moins facilement accessible. Et pour eux, ça représentait une opportunité. Ils avaient déjà un peu les bases de comment régler un peu ton micro, comment régler un peu ta lumière, etc. Hein? Ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas notre cas du tout. Oui, alors il y a ces parties-là, et puis après il y a aussi la personne qui a juste envie d'envoyer une vidéo de son chat, en fait. Bien sûr. Et de pouvoir le partager au monde entier. C'est ça la promesse de YouTube, en fait. Est-ce que tu veux dire que YouTube a permis de rendre la race féline artistique? Non, il y avait 9gag pour ça aussi. Elle a permis de rendre des chats acteurs de leur propre histoire, de véritables stars du cinéma. Je dis ça en regardant mon chat sur le balcon comme le keyboard cat, ouais. C'est ça. Et puis effectivement, c'est aussi un moyen de retrouver ces clips qui étaient un peu perdus. Enfin, il fallait attendre que les chaînes de télé passent les clips le matin ou le soir, etc., pour retrouver ces vieilles musiques qu'on aimait bien. Bah là, en fait, tu peux les atteindre directement avec YouTube. Je crois que c'est un des premiers partenariats qu'ils ont pu avoir avec de la musique, c'est pouvoir justement diffuser ces anciens clips. Alors moi, dans mes souvenirs, il me semble que les musiques sont arrivées quand même assez tôt sur YouTube, parce que moi j'en regardais justement des clips que je pouvais voir le matin ou quoi sur M6 Music ou les trucs comme ça, et je me rappelle les avoir retrouvés assez vite sur YouTube derrière, donc il y avait quand même pas mal de... Enfin, la musique est devenue très vite très importante chez YouTube, même si après c'est un peu généralisé, c'est aussi le format du podcast qui est devenu très populaire. Et qui s'est créé lui-même son propre format avec ses propres codes et ses propres règles entièrement sur la plateforme. Alors du coup d'ailleurs, à votre avis, qu'est-ce qui différencie YouTube donc on a parlé de la télévision déjà, qu'est-ce qui différencie d'après vous YouTube par rapport à d'autres formats donc visuels comme alors la télévision et la radio qui elles ont tendance à devenir désuètes, et par rapport à d'autres qui sont plus récentes, qui sont développées plus récemment, donc le format de vidéo courte par exemple qu'on voit sur TikTok, ou des plateformes de streaming comme Twitch. Qu'est-ce qui fait que YouTube ça reste encore une référence majeure par rapport à ça? Je sais pas, toi t'en penses quoi? Moi malheureusement alors quand j'ai parlé de TikTok et Twitch, je m'en sers absolument pas. Je me servis de Twitch 1 ou 2 fois pour voir des lives qui alors je sais plus si c'était par rapport à un jeu vidéo ou un autre podcast, et TikTok je m'en sers absolument jamais. Je connais parce qu'on m'en parle, et parce que des fois justement sur YouTube il y a des best-of de TikTok, je crois, et on m'en a parlé, mais sinon je n'y vais jamais. Après j'ai l'impression que du coup TikTok
le format est plus court, donc c'est ça justement qui rend le truc plus sympa et plus rapide. Twitch, je ne vais pas du tout dessus, donc je ne pourrais pas absolument pas en parler. Alors peut-être juste avant de répondre, parce que en fait je pense que c'est une question de live et une question aussi de génération et d'utilisateur. Mais t'as aussi des lives sur YouTube? Non, je parle de live sur Twitch et d'utilisateurs pour TikTok. Je pense qu'il y a une différence de génération, mais j'avais vraiment besoin de faire cette référence-là. Vous parliez de clips musicaux, et moi j'aimerais beaucoup qu'on parle des premières vidéos. Je suis tombé dessus il y a quelques mois. Faut pas, enfin, je voudrais pas trop me trigger. C'est un clip musical qui était passé sur M6 en 2003-2004 et qui a été posté sur YouTube et qui est encore disponible sur YouTube, qui est une vidéo de Tessa Martin qui s'appelle Terriblement efficace. Je chatte avec 2 points d'exclamation. Je n'en dis pas plus. Je vous invite peut-être à la regarder parce que c'est très intéressant. Notamment le morceau commence avec Âge, Sexe, Ville, qui sont des ASV, qui sont aussi des pratiques que nous n'avons plus forcément sur Internet. C'est très daté, et pourtant ça date d'il y a à peine... Ouais, ça, ok, d'accord, 17 ans. Mais c'est daté. Maintenant sur TikTok, vraiment, je pense qu'on est peut-être un peu vieux. Je vais peut-être dire des conneries, mais il y a cette question du challenge. Il y a cette question aussi de l'outil téléphonique. C'est plus facile de se créer un compte sur TikTok que de se créer un compte, en tout cas sur YouTube, avec il faut être validé pour pouvoir poster des vidéos qui font plus de 10 minutes. Donc il y a un peu une sorte de filtre. Et puis sur Twitch, il faut... je pense que Atreid, tu pourras un peu plus en parler, ou Ordos. Mais voilà, c'est des plateformes très différentes. Ouais. Tu vas pas chercher la même chose sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch et sur Feu Vine, parce que faut pas oublier aussi que pendant un certain temps, il y a eu Vine qui est venu concurrencer les vidéos de YouTube, et c'était pareil un peu que TikTok, c'était des formats très très courts de vidéos et qui a eu son petit succès. Le truc de YouTube, c'est que en fait, nous on le voit vraiment de notre côté occidentaux en fait. YouTube, ça a toujours été disponible chez nous, on l'a toujours eu. Du coup, on a commencé peut-être un peu par Dailymotion, puis ensuite on a regardé des vidéos sur YouTube. Je peux même plus compter le nombre de soirées qui s'est terminé où en fait on se pose sur un PC, on regarde des vidéos rigolotes et tout en finissant nos bières, tu vois. C'est un truc qui fait partie de notre génération. Quand TikTok arrive, c'est un des premiers réseaux sociaux qui vient pas des États-Unis et qui va écraser le monde entier en fait, qui va être populaire partout. Et du coup, premièrement, il a sa popularité donc en Chine. Et ensuite, il va être assez vite, je crois d'ailleurs, il va être mis aux États-Unis, etc., etc. Et on va pas du tout avoir la même sensation. YouTube, ça se regarde sur un PC. Ça a toujours été pensé pour ça. Puisqu'il date de 2006. Donc du coup, tu regardes ta vidéo, elle dure 10 minutes et ensuite tu passes à autre chose. TikTok, c'est vraiment différent. TikTok, c'est l'instantané. Tu vas prendre une vidéo avec ton téléphone, paf, tu peux l'uploader. Tu peux faire ajouter des filtres aussi, parce que c'est ça aussi les nouveaux réseaux sociaux, hein, même ou Instagram, etc. C'est pouvoir faire des filtres très rapidement et faire un montage très rapide en fait sur ta vidéo ou sur ton image. Et TikTok va donc permettre de pouvoir regarder des vidéos très rapidement. Tu swipes, tu passes à une autre vidéo. Et donc tu peux passer 1 heure sur TikTok. Tu auras regardé peut-être 10 fois plus de vidéos que sur YouTube. YouTube, c'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, on va chercher des tutos, on va chercher des machins, alors que c'est encore plus court. TikTok, je crois que c'est 15 secondes, 15 ou 30 secondes. Donc c'est vraiment pas du tout la même façon de consommer de la vidéo en fait. Alors, ouais, surtout, un des trucs aussi sur lequel faut revenir et il faut bien penser, c'est la temporalité. C'est-à-dire que YouTube est là depuis au final aujourd'hui longtemps. Mine de rien, comme tu disais, ta vidéo elle a 17 ans. Donc effectivement, quand on commence à mettre ces dates-là en perspective, on se dit bah oui, YouTube est installé là depuis longtemps.
Donc forcément, il a ce côté historique aussi, il a pris le pas dans les habitudes des gens, et donc YouTube est connu aussi par ça en fait, parce que ça fait 15 ans, presque 20, qu'on en parle, que c'est là, et que ça s'est installé dans la vie des gens. Les nouveaux, j'ai envie de dire les nouvelles plateformes comme tu disais TikTok ou Twitch, déjà effectivement ils n'ont pas les mêmes concepts, mais aussi ils sont beaucoup plus récents, donc ils parlent peut-être moins à tout le monde. Aujourd'hui quand on me dit regarde une vidéo, regarde machin, le réflexe va aller d'être, enfin, je vais aller voir sur YouTube quoi. C'est le premier réflexe. Et effectivement après comme tu le disais, donc l'utilisation est très différente. Twitch il a la contrainte d'être du direct. Donc du coup, ça veut dire pas de montage, etc. On peut mettre des effets sur notre direct et d'autres, mais c'est tout. Donc forcément, c'est tout de suite une autre contrainte et il y a plein de gens qui sont pas forcément à l'aise avec le direct. Twitch, ça veut dire aussi un chat en direct avec lequel tu interagis. La plateforme force ça et c'est aussi l'un des intérêts de la plateforme, c'est de communiquer avec ta communauté et te forger ta propre communauté. Ce qui est un peu moins le cas avec YouTube parce que ta communauté elle se forme au fur et à mesure une fois que les gens ont regardé ta vidéo et t'as moins d'impact du coup sur les commentaires des gens et sur les gens qui consomment ton contenu. Et dernière chose, je trouve que YouTube aujourd'hui il est encore là, il a encore sa place parce qu'il est beaucoup plus libre au niveau du format. C'est-à-dire que YouTube, tu peux faire du format 3 heures si tu veux, tu peux faire du format 10 minutes si tu veux, alors tu seras moins mis en avant, tout ça, enfin il y a question d'algorithme et autres dont on pourra parler. Mais aujourd'hui, sur YouTube, ça reste quand même la plateforme où tu peux héberger ce que tu veux. Ils se sont mis aux shorts, etc. en voyant que TikTok arrivait et commençait à prendre pas mal le marché. L'avantage des shorts, c'est que c'est pas beaucoup de petites vidéos, donc pour tout ce qui est monétisation, publicité, etc., c'est beaucoup plus rentable. Mais ils s'y sont mis parce qu'ils perdaient du monde à cause de TikTok, etc. Voilà, en fait, ils essaient de s'adapter un peu parce qu'effectivement, c'est un réseau qui commence à vieillir un petit peu. Donc, ils essaient de s'adapter pour être un peu moderne, des choses comme ça. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, il reste quand même la plateforme de vidéo de référence parce qu'on fait de la vidéo qu'on peut préparer, qu'on peut monter, qu'on peut travailler un petit peu. À l'inverse de Twitch où on fait du direct, etc. D'ailleurs, beaucoup de TikTok et beaucoup de vidéos Twitch se retrouvent derrière sur YouTube avec quelques remontages et autres. Et après, du coup, là, dans ce cas-là, on se passe plus du point de vue de la préparation, en tout cas de la préparation de la vidéo que du visionnage de la vidéo. Moi, de ce que j'ai l'impression quand, par rapport à ce qu'attendent les gens, justement, de YouTube, ouais, il y a des attentes effectivement très différentes, mais ça reste quand même relativement similaire. Et en fait, ce qui change pour moi, j'ai l'impression, c'est que ça a remplacé ce qu'on disait tout à l'heure, ça a remplacé la télé. Et c'est pour ça que, effectivement, il y a TikTok qui est un format qui est fait pour être sur un téléphone, mais YouTube a commencé à adapter son format au téléphone aussi, au visionnage sur téléphone. Bien sûr. Bon, c'est le cas aussi de Netflix qui a adapté, par exemple, la luminosité. J'ai appris que Netflix avait adapté la luminosité de certaines de ses séries pour être visionnable sur un téléphone ou sur tablette, plutôt que d'être visionnable sur un ordinateur. Mais là où YouTube effectivement se démarque, c'est que eux, ils ont réussi à s'adapter en restant quand même, alors pour nous, un moyen d'être vu sur ordinateur, pour les jeunes, c'est un moyen d'être vu sur téléphone, mais en gardant quand même le format plutôt authentique qu'ils avaient à leur départ. C'est-à-dire que du coup, il y a toujours quand même cette idée des créateurs de faire du contenu de qualité visuellement, auditivement, et en gardant l'impression de vouloir faire des vidéos très qualitatives, tout soit tant sur les thèmes et la diversité des thèmes, que j'en ai pas forcément ailleurs, tu vois. J'ai l'impression, moi, sur TikTok, de voir vraiment, effectivement, comme tu disais, plutôt des challenges, mais il y a aussi un contenu informatif qui est moins développé que sur YouTube. En fait, moi je vois ça, effectivement, je trouve que quand tu dis effectivement YouTube est devenu un peu la télé, c'est devenu le moyen audiovisuel de référence, en tout cas pour notre génération et peut-être la suivante. Et surtout aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on a YouTube au milieu et à côté on a, alors Twitch commence à prendre beaucoup de place, mais on a Twitch, mais on a TikTok et c'est comme des espèces d'électrons qui viennent graviter un peu autour. Et comme le fait qu'ils sont obligés de mettre, qu'il y ait beaucoup de leur contenu qui se retrouve sur YouTube, ça montre bien que YouTube ça reste une référence, un endroit où il faut être et l'endroit où tout le monde peut être. Et ça c'est très important. Et aujourd'hui, si on me dit TikTok dans 3 mois c'est fini, ça s'est cassé la gueule, ça me surprend pas, comme Vine a pu le faire, comme plein d'autres sont arrivés à un moment, ils ont commencé à bouffer du terrain à YouTube, puis finalement ça a été un peu un effet de mode qui s'est estompé. Si aujourd'hui on me dit TikTok se plante, ça me
choque pas plus que ça. Si YouTube se plante, je suis là genre, oh là, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Juste pour revenir un petit peu sur ce que disait Lilith à propos de, et ce que tu disais toi aussi sur l'ensemble du contenu qu'il peut y avoir sur YouTube, je suis devant ma page YouTube sur mon ordinateur et je peux vous dire que j'ai enlevé complètement mon compte, je suis sur Edge pour avoir aucun cookie. Et alors j'ai des vidéos, c'est super, j'ai The Good Life Radio qui propose pendant 24 heures sur 7 d'écouter de la Best Relax House Chill Out, pardon, on dit Chill Out je crois. Chill Out. J'ai le clip officiel de Naps qui s'appelle La Kiffance. J'ai Michou, je ne le connais pas, mais qui a fait une vidéo qui s'appelle Vos pires montages sur ma coupe de cheveux. Il a mis même un chat sur ses cheveux et ça a l'air vraiment vraiment drôle. Il y a Polo qui dit vous m'avez fait participer au Squid Game. Et puis il y a aussi un hamster perdu dans un labyrinthe de Pop-It. Le Pop-It étant, vous savez, ces trucs là qui sont vendus super cher pour ce que c'est, qui sont censés aider, donner l'impression qu'on est en train de casser du papier bulle. Effectivement le contenu est vraiment très très différent. Je reviendrai peut-être encore une fois sur la temporalité. Twitch et TikTok ont été créés dans des moments où techniquement on pouvait se permettre de faire du direct, alors qu'en 2005 faire du direct sur internet c'était très 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 compliqué. Donc Twitch permet de faire du direct. TikTok, il est pensé pour le téléphone, il n'est pas pensé pour l'ordinateur, donc c'est une utilisation qui est effectivement immédiate. Et puis surtout, les vidéos sur TikTok, elles sont en portrait en fait. Ouais, tu peux pas les adapter comme ce qu'il y a sur YouTube ou sur Netflix ou sur tous ces trucs-là en fait. Donc c'est vraiment fait pour téléphone. C'est vrai. Et alors du coup, comme tu parlais de musique et de ce genre de vidéos, c'est vrai qu'on avait quand même une grosse émergence à un moment donné, c'est encore le cas principalement de youtubeurs autour du gaming. Et c'est vrai que du coup, quand on voit l'ensemble des thèmes qui sont sur YouTube, c'est globalement soit de la musique, soit des tutos, soit effectivement des vidéos marrantes avec des compilations de vidéos marrantes. D'animaux, des chiens, des chats. Il y a chats. beaucoup de formats vlog aussi. Oui. Côté, je sais pas si c'est le côté pervers de l'humain qui a besoin justement de savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Mais étonnamment, le format vlog où tu racontes ta vie, tu racontes ton voyage dans un pays ou les choses comme ça marche énormément sur YouTube et sur les plateformes en général. Et donc ça représente en fait beaucoup du contenu. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui sont connus uniquement pour raconter leur vie sur YouTube en fait. Et pourquoi pervers ? Pourquoi ça serait pervers ? Enfin, c'est eux qui postent leurs vidéos pour raconter une journée leur quotidien. Je pense que si les gens regardent ça, c'est par sympathie pour la personne, principalement. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas pervers du tout au sens négatif et malsain des choses. Quand je dis pervers, c'est ce côté, on a besoin de savoir un peu ce qu'il y a derrière, on a besoin de... c'est pour ça que tout ce qui est press people, etc. marchait énormément, parce que les stars, d'un coup, on les connaît un peu, parce qu'on a vu des films, des choses comme ça, et on a envie de savoir derrière qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est leur vie... Et je pense que derrière le tuto vlog, etc., il y a aussi cet attrait de voir comment les gens vivent et ça, quelque part on s'en sent proche aussi. Et du coup c'est un truc qui est agréable aussi quelque part. Ou c'est des vies qu'on aimerait avoir. Je pense que sur un vlog de quelqu'un qui fait son voyage au Japon, ça t'aide vachement à voir putain, est-ce que j'ai envie d'aller au Japon ou pas, qu'est-ce qu'il y a qui est cool, machin. Donc quand je parle du côté pervers, c'est ce côté avoir envie de voir ce qu'il y a derrière. Quitte à rentrer dans l'intimité de gens que tu ne connais absolument pas en fait. Mais c'était pas dans le côté vraiment malsain ou ce qu'on veut, même si ça peut dériver dessus. Mais c'est ce côté se mêler de l'intimité des autres qu'on connaît pas forcément et voilà, c'est un truc humain qu'on a dans nos sociétés depuis longtemps. Après là je suis sur YouTube aussi, je regarde ce que c'est, ce qu'on a quand on est sur Explorer. Il y a la partie tendance, musique, film, TV, direct, jeux vidéo, donc comme quoi les jeux vidéo sont toujours une part importante, actualité, sport, savoir et culture, mode et beauté. C'est vrai que dans tous les cas,
effectivement, on rentre dans cette intimité dont tu parlais, enfin, même à travers la musique, même à travers les jeux vidéo ou les sports, il y a toujours une partie, effectivement, où on se retrouve chez quelqu'un, ou en tout cas plus ou moins chez quelqu'un, ou une impression chez quelqu'un. Je vois ça avec, par exemple, comment il s'appelle, Ben Nevers, qui donne l'impression, ou même Norman, hein, qui a recréé un espèce de semblant d'appartement chez lui, alors qu'en fait c'est un studio qu'il loue pour enregistrer ses vidéos, et du coup ça donne quand même, moi si je le savais pas, c'est vrai que ça donnerait quand même l'impression d'être chez lui, tu vois, d'être derrière son PC, ou encore l'impression qu'il donnait il y a 10 ans, où il avait juste sa caméra dans son salon et on voyait le chat qui passait derrière, tu vois. Ah, je savais pas qu'il avait gardé son appartement, enfin une sorte de truc appartement. En même temps, c'est comme il a été connu à ce moment-là, je pense que ouais, il a peut-être voulu garder ce qui a fait son succès. Je sais pas trop. Alors après, c'est une des limites aussi de ces choses-là, c'est justement à ces créateurs de contenu-là, comment trouver l'équilibre entre vie perso et communauté, en fonction de ça en fait, parce que oui, mine de rien, tu filmes ta chambre, tu filmes ta vie, quand tu déménages, du coup ton décor change forcément, donc voilà, bref, c'est forcément un truc beaucoup plus compliqué à gérer pour les créateurs de contenu. Et après, on l'a vu, je pense que du coup, le confinement, le télétravail, on l'a aussi vu avec les youtubeurs, par exemple, je reviens à Norman parce que c'est un de ceux que je regardais le plus à l'époque, mais il filmait dans son salon avec les contraintes que ça apportait, enfin, il y en a plein qui ont fait ça. Ben Nevers, lui, il filmait alors je sais pas où il filmait, mais j'avais l'impression qu'il filmait dans ses chiottes, parce que le plan était tellement resserré que j'avais l'impression qu'il était sur sa lunette de chiottes en train de lire des textos ou des messages, d'écouter des messages, donc ouais, la question d'intimité, c'est vraiment quelque chose qui, je sais pas si ça leur pose tant de problèmes que ça. En tout cas, j'ai pas l'impression. À ceux qui font les vidéos, pardon. Sur la question de l'intimité, c'est assez marrant. Moi, je l'ai suivi pendant très très longtemps. Une youtubeuse qui s'appelait Solange te parle. Je reconnais que c'est complètement intello ou intellectualisé. Elle se filmait dans son appartement. Elle parlait des livres qu'elle lisait. Il y avait vraiment une sorte de démarche un petit peu. Je suis arty, etc. Elle s'était filmée, passer, je crois, tout un week-end dans ses chiottes pour voir à quoi ça ressemblait, et elle avait fait un peu cette expérience. Donc on est là, ici, dans une sorte de frontière entre une intention artistique qui est permise par YouTube, ce rapport à l'intimité et au logement, parce que les chambres, les appartements, c'est le principal décor des YouTubeurs sur YouTube. Un lien à la culture, puisque Solange, elle passait son temps à elle allait pas vous parler du dernier Avengers par exemple, c'était pas son truc, c'était un peu plus raffiné que ça dans l'idée. Mais en fait, ce qui était étonnant, c'est que d'un côté il y avait malgré ce truc élitiste, elle était complètement imbibée de cette culture vlog que tu as mentionné à Twitch juste après. Mais alors du coup, moi je trouve que le fait d'avoir un contenu personnel, ça permet justement de rapprocher, justement de rapprocher s'approcher. Je pense qu'ils ont ils sont arrivés à un point, ils ont compris qu'il y avait une certaine un certain point stratégique à avoir avec ceux qui regardent leurs vidéos, parce que on sait que ça attire un certain regard. Pardon, je vais dire ce que vous écrivez. Tu pourras reprendre Lilith. Pour nos auditeurs, il y a Ordos qui met beaucoup de conneries sur le chat. On va reprendre. Histoire qu'on soit clair, quand même. On sait plus si on est dans notre 3e partie ou dans notre 4e partie, puisqu'en fait, on mélange les deux. On a envie de parler du contenu. Donc, on voulait parler du contenu et en même temps, on a envie de parler des célébrités sur YouTube et on a très envie de parler des chambres des YouTubeurs. Donc, on s'est un peu mélangé dans nos pinceaux entre la 3e et 4e partie, mais c'est pas très grave. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je sais plus où je voulais en venir. Oui, donc avec le fait de rentrer dans l'intimité des youtubeurs, ça permet de créer justement cette comment on va dire en français, de rendre plus mainstream le fait de faire une vidéo, parce que du coup tu te sens plus proche de la personne que tu visionnes, donc ça parle à plus de monde. C'est moins du contenu, c'est du contenu qui devient beaucoup plus accessible qu'avant.
encore plus qu'avant, parce que je trouve que même si c'était le cas à la base, quand je me souviens des premières vidéos de Norman, c'était des trucs de mecs normaux et comment est-ce qu'ils se sentaient nuls par rapport aux mecs qui eux avaient la classe, même si ça parlait déjà aux gens. Mais le fait justement de créer ce décor-là, ce décor personnel et très très cocooning, ça a permis de diffuser plus largement une intimité qui parle à des gens, je pense. Tu veux dire que le contenu littéraire, culturel un petit peu plus fin, ça le rend plus accessible parce qu'elle en parle entre ses chiottes et son salon. Ouais, et quand t'as le chat qui passe, ça fait toujours kiffer les gens. C'est vrai. Alors c'est assez marrant ce truc effectivement de la chambre ou du salon. C'est que par exemple si je regarde un épisode de Nota Bene, il va me parler de tas de trucs historiques, il va essayer de le vulgariser, ce qui va rendre ces informations historiques un peu accessibles à tout le monde. Et derrière, il va y avoir malgré tout un peu l'univers duquel il vient. C'est-à-dire que c'est pas que des livres d'histoire, on va y trouver par exemple une boîte de jeux Assassin's Creed, de science-fiction par exemple, parfois des bouquins de jeux de rôle ou alors tout simplement des jeux de société auxquels ils jouent. Et du coup c'est intéressant parce que moi je vois très bien, enfin je retrouve un peu dans la manière dont les youtubeurs ont pu organiser leur environnement intérieur et du coup ce qu'ils ont derrière eux à ce qui venait directement de la télé. C'est-à-dire que quand on était plus jeune, quand un historien parlait à la télé par exemple dans une émission de Stéphane Bern, il fallait forcément sa bibliothèque. Donc en fait, c'est comme si en se lançant sur YouTube, on reprend des choses qu'on a vues chez d'autres YouTubeurs en termes d'environnement et qui sont eux-mêmes conditionnés par la société dans laquelle on vit. Et donc en fait, on valide le fait que une bibliothèque bien rangée, ça fait partie d'une manière de montrer et d'étendre sa culture et de la faire partager. Et ça, c'est assez intéressant à regarder. Bah, en fait, de toute façon, on parle du fond de vidéos, etc. On a parlé de la chambre et tout, mais de manière générale, c'est un décor en fait. Et ce décor-là est une porte d'entrée vers l'univers entre guillemets du youtubeur en question. On rentre dans son lore, tu vois, il y a des références et tout. Mais non, c'est vrai que du coup, par ça, le youtubeur te fait déjà, te montre un peu ce qu'il est, qu'il aime, et du coup, oui, par son décor, tu vas aussi peut-être te retrouver dans ces éléments. Tu vois, Lilith, par exemple, toi, t'aimes beaucoup Assassin's Creed, etc. Bah, tu vois dans son décor un logo Assassin's Creed quand tu regardes Nota Bene, mine de rien, t'es contente. Ouais. Et donc voilà, et donc du coup, grâce à ça, tu peux permettre, même si tu as des trucs qui vont pas forcément intéresser les gens, que tu peux avoir une vidéo avec un sujet peut-être un peu de niche ou quoi, et ben grâce à plusieurs éléments, tu vas pouvoir te rapprocher des gens et leur montrer que bah, c'est pas si ubuesque que ça, et que c'est pas si déconnecté que ça de leur réalité et autres. Mais après, les éléments de niche, moi j'ai l'impression que ça passe aussi par le partenariat, parce que tu vois, enfin, je reprends l'exemple de Nota Bene, hein, mais quand il fait un partenariat avec tel musée, là, il y a pas longtemps, il a fait un partenariat avec le musée Champollion. Je pense que les gens seraient jamais venus à l'idée de te dire, bah tiens, c'est quoi le musée Champollion, s'ils l'avaient pas abordé. Eh bah bien sûr, après une fois que tu as une communauté faite aussi, c'est un bon moyen de pouvoir ouvrir plusieurs sujets et centres d'accueil. Je sais que par exemple, genre Nota Bene, il fait beaucoup de promos pour les différents musées de France. Et donc, bah, c'est parti de gens qui ont regardé une vidéo de Nota Bene qui expliquait les origines, les liens entre l'histoire et Game of Thrones, parce qu'ils ont regardé Game of Thrones et ils ont aimé. Mm-hmm. Grâce à ça, ils ont dit oh tiens, c'est pas mal ce qu'il fait et tout. Ils ont regardé plusieurs vidéos de Nota Bene derrière. Et ensuite, Nota Bene qui va commencer à te présenter bah, quelques musées, quelques châteaux de France, etc. Et les gens partent en vacances après, il y a le château là, ils savent parce qu'ils ont vu la vidéo de Nota Bene, donc ils vont au musée. Donc c'est un bon moyen aussi peut-être d'introduire les gens à la culture en général, en faisant simplement des liens petit à petit. C'est Stéphane Bern 2.0. C'est ça. Alors, du coup, ça tombe parfaitement bien parce que j'ai justement une citation à vous faire partager. Vous saviez qu'on avait commencé par des citations dans le premier épisode. Eh bien, je vais vous citer Laurence Allard, qui est une sociologue spécialisée sur l'utilisation des médias et donc notamment YouTube. Et voici ce qu'elle disait en 2017.
Elle disait que YouTube était un support de divertissement récréatif qui favorise la culture de la curiosité. Une école après l'école, les choses n'y sont plus transmises de génération à génération comme avant, mais dans un entre-soi générationnel, avec un potentiel revers de médaille, ça c'est moi qui écris, hein. Un revers de médaille auquel il faut faire attention, c'est que YouTube modifie les horizons des normes et des valeurs de toute une génération. Et ça entre parfaitement dans ce que tu disais, c'est-à-dire que Nota Bene va être regardé par des gens qui ont une curiosité qui leur vient peut-être de leur intérêt pour Game of Thrones, que cette curiosité elle va continuellement être réactualisée, que on n'en a pas parlé, mais qu'une fois qu'on a terminé une vidéo de Nota Bene, YouTube va vous proposer d'autres vidéos, et que du coup on va peut-être aller continuer à attiser sa curiosité pour aller vers d'autres vidéos, vers d'autres personnes qui vont parler de l'histoire, ou alors d'autres choses qui sont en lien avec des séries médiévales fantastiques, donc on va aller regarder The Witcher, enfin des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que contrairement à Stéphane Bern qui passait sur la télé, alors moi je me rappelle de Secrets d'Histoire, mais avant c'était les trucs des princesses et des rois. Quand vous avez Stéphane Bern qui vous parle dans le post, en gros, on lui a préparé son émission et l'utilisateur n'a pas de choix à faire. C'est-à-dire que s'il est devant sa télé sur TF1 au moment où Stéphane Bern est en train de lui parler, s'il a manqué le début, c'est tant pis pour lui, et il ne peut pas dialoguer avec Stéphane Bern, ce qui n'est pas le cas avec les vidéos YouTube, parce que si jamais un jour, Nota Bene, il dit une bêtise, ou qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, on peut laisser un commentaire, on peut lâcher un com, et on va avoir une sorte d'influence, ce qui me permet d'amener, après je vous laisse tranquille, hein, à une deuxième citation. Alors non, c'est pas une citation, mais un chercheur américain qui s'appelle Henry Jenkins et qui lui a parlé pour le cas de l'internet et de YouTube, mais de plus en plus de tout un tas d'autres médias qui se trouvent, enfin qui ont changé depuis ces dernières années. Lui, il parle d'une culture de convergence où il voit que en gros il y a une convergence entre l'ancienne culture, celle qui était séparée entre la culture élitiste et la culture qu'on appelait mainstream ou commerciale, qui passait par le cinéma, la télé, etc. Et que désormais tout est convergent parce que l'utilisateur a vraiment son mot à dire, par ses likes, par son intervention dans les commentaires, par son choix, c'est lui qui va cliquer ou pas cliquer. Et c'est lui aussi qui va ensuite pouvoir éventuellement faire des vidéos pour parler d'un film qui vient de sortir, pour donner son avis. Donc voilà, j'ai fait mes deux drop names, donc je vous laisse tranquille. C'est marrant de voir aussi comment... parce que savoir si un contenu sur YouTube est quelque chose qui s'adresse à tout le monde ou qui s'adresse qu'à une partie de personnes qui sont passionnées, par exemple passionnés par les rotophiles ou passionnés par le jardinage, bon... qu'est-ce qui ferait que du jour au lendemain, on n'est pas un YouTuber qui devienne d'un coup populaire comme ça et qui parle de ces sujets-là et qui fait que d'un coup, tout le monde s'intéresse à ça. Vous parlez de Nota Bene, mais il y a d'autres vulgarisateurs scientifiques. Les documentaires n'ont jamais eu un grand succès en fait sur les chaînes de télé où c'est souvent une audience beaucoup plus basse par rapport à d'autres, alors sauf quand ils sont très grandiloquents sur enquête sur le serial killer du machin du truc, mais sinon des trucs un peu plus généraux, ils ont beaucoup moins d'audience que des trucs à la con ou des téléfilms de l'été. Et sur YouTube c'est différent, c'est que si le YouTuber commence à avoir du succès ou respecte les codes qui peut le mettre en avant, comme finalement on va sur YouTube, on ne cherche pas grand chose en fait, on est sur YouTube pour se divertir et on peut très bien cliquer sur une vidéo et apprendre des choses alors qu'on n'était pas venu pour ça, on n'était pas venu pour savoir le roi de France il est mort je sais pas où, enfin, et pourtant on va l'apprendre et souvent en France quand même. Il peut mourir autre part, hein. Mais n'empêche que du coup c'est ça qui est fort avec YouTube, c'est ce côté de pouvoir cliquer sur des sujets qui ne nous auraient pas intéressés à la base en fait. Et du coup je sais pas s'il y a vraiment des sujets particuliers qui ne percent pas, mais ou d'autres choses sur YouTube, mais je pense que tout peut être intéressant à partir du moment où les codes sont respectés et où on peut y avoir derrière du marketing, de la mise en avant, de tout ce qui fait la mise en avant des vidéos YouTube actuelles.
Alors, pour t'aider à ça, comme tu parlais de rotophile, j'ai checké. La vidéo qui a le plus de vues qui concerne le rotophile, c'est une vidéo qui s'appelle Comment remettre du fil dans une débroussailleuse ou un coupe-bordure. Elle vient de la chaîne Joël Hardy Réparation d'outils de jardin. Elle a été mise en ligne il y a 4 ans. Elle fait 5 minutes 27 et elle a 954 000 vues. C'est pas dégueu, hein, c'est pas dégueu. 954 000 vues, c'est pas mal. Et c'est une vidéo francophone. C'est une vidéo francophone, Voilà. évidemment, parce que j'ai mis rotophile. Mm. Du coup, on va trouver des gens qui vont s'intéresser à ces sujets-là. Je pense quand même qu'il faut aussi prendre en compte le contraire de ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, autant peut-être dans les années 60, 80, on pouvait critiquer la sorte de culture élitiste. On a cité au tout début de notre premier podcast Walter Benjamin, je pense à Adorno aussi, qui, quand ils ont vu la culture industrielle, celle qui vient de Hollywood et qui diffuse des objets culturels en boucle, ils ont dit que c'était de la merde, qu'on allait un peu abrutir les gens. Et pendant très longtemps, le rôle du critique, que ce soit du critique dans Télérama, je pense que c'est une blague entre nous quand on parle de Télérama, c'est que c'est le journal que on sait qu'on va aimer des choses que Télérama n'aime pas, mais en fait le rôle du critique au départ, c'était un peu de protéger la culture élitiste de la culture jugée comme commerciale, mainstream, industrielle, et qu'il fallait en fait faire cette différence. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de YouTube, on n'est plus du tout passé par ça. Vous regardez par exemple quand vous allez sur Steam, les notes, elles sont liées aux utilisateurs. Sur YouTube, l'impertinence d'une vidéo, c'est son nombre de vues, c'est son nombre de likes. Ce qui veut dire qu'en fait, du coup, le critique n'a plus aucun sens parce que ce sont principalement des gens qui vont partager des avis et qui n'ont pas un statut particulier. Quand on regarde une vidéo par exemple de Durandal, on pourrait parler aussi du Fossoyeur de film, ce sont des gens qui vont parler de cinéma, mais ils vont pas forcément dire que leur avis est un avis qui est définitif. Ils vont poser leur avis selon la manière dont eux ils s'engagent dans un film, et ils vont aussi donner parfois une partie d'eux-mêmes, une partie de leur vie, une partie de leurs apprentissages pour parler de ces films-là. Et c'est assez intéressant, et en même temps ça risque d'être un peu enfermant. La logique absolue du nombre de vues dans une vidéo pour donner un peu de la valeur, on est plutôt sur du quantitatif. Donc en fait, il faut produire un contenu qui réponde à ces valeurs pour espérer obtenir le plus de vues. Et donc, quelque part, on recrée une norme en voulant s'en séparer et s'en détacher. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Après, donc on présente tout ça d'un point de vue culturel et on parle beaucoup notamment du fait de produire du contenu à succès. Ouais, on présente vachement ça sur le point de vue, sur le côté culturel et sur le côté carrière d'un youtubeur, etc. Sur YouTube, il y a aussi énormément de vidéos qui ne sont pas des vidéos de youtubeurs en fait. Il y a typiquement, il y a beaucoup de gens qui vont plus pour le côté émotionnel, etc. Cet été, on a fait un sondage vers une amie à nous qui allait sur YouTube pour regarder des vidéos de gens de l'armée qui rentraient et qui retrouvaient leur famille et leurs chiens. Bon, c'est son truc, et je suis pas sûr que le mec qui poste cette vidéo-là le fasse pour se faire du beurre. Je pense que c'est clairement juste un moment émotion qu'il a partagé pour pouvoir la partager avec sa famille, etc. Mais ça peut toucher aussi des gens. Il y a des gens, c'est leur divertissement, ils ont besoin de ça, ça leur fait du bien émotionnellement aussi. Et donc voilà, donc le divertissement, c'est hyper global, c'est-à-dire qu'il peut être culturel, il peut être apprenant, il peut être aussi simplement divertissant, il peut être émotionnel, il peut être tout à la fois, et du coup c'est grâce à ça que oui, sur YouTube on peut trouver des choses de niche comme des choses hyper mainstream que dans le pot commun, et c'est aussi que là-dessus on transforme des choses de niche en contenu mainstream. Et je pense que la culture geek actuelle c'est énormément démocratisé grâce à YouTube, qui a été, je pense, en partie une bonne porte d'entrée pour beaucoup de gens dans cette culture qu'ils ne connaissaient pas. Ça me fait penser à peut-être quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé, et je ne sais pas si vous avez partagé, vous quatre, mon amour pour ça, mais il y a un style musical qui s'appelle la Vaporwave, qui a été créé aux alentours de 2010 à partir de vidéos qui ont été postées par Daniel Lopatin, qui est le mec derrière un projet qui s'appelle Oneotrix Point Never,
Et il avait posté sur YouTube des vidéos assez étonnantes où en gros il mettait un genre de filtre un peu VHS qui faisait vieille cassette vidéo des années 80 où il passait en boucle des sortes de clips qui étaient faits à partir d'outils informatiques, pixels, etc. Et dessus une musique un peu lancinante, un peu hypnotique. Et ça a été un peu le lancement d'une culture auto-référencée. C'est le premier style musical qui serait paru sur Internet. Et donc, qui s'est ensuite décliné en des tas de styles musicaux, puisque la musique peut se décliner dans des milliers de formes. Et la Vaporwave avait quelque chose de particulier, puisque c'est un style musical qui reprenait parfois des extraits de morceaux de disco japonais des années 70, ou alors qui reprenait des extraits de musique qui venaient des années 80, qui les ralentissait, qui prenait des extraits de clips musicaux des années 80, donc qui en modifiait un peu la forme, qui mettait des filtres dessus, et qui en fait créait de fait une forme de nostalgie pour les années 80, nostalgie que les gens qui ont fait ça n'ont pas connue, puisqu'en fait pour la plupart ils sont nés dans les années 90. Et c'est très très étonnant. Il y a notamment une autre sous-forme de la Vaporwave que j'aime beaucoup, qui est le Mallsoft, qui sont en fait des albums entièrement conçus avec l'idée que on a une musique d'ascenseur et qu'on serait dans un mall, donc en fait un grand centre commercial des États-Unis dans les années 80. Et on retrouve un peu le même genre de délire dans la toute dernière saison de Stranger Things, puisque une grande partie de l'intrigue se trouve dans un mall des années 80. Comme quoi cette culture elle est aussi localisée, hein. Il s'agit d'une culture, d'une nostalgie qui n'a pas d'emprise directe sur un territoire quel qu'il soit, mais une nostalgie pour la culture américaine des années 80. Et c'est quand même cette culture-là qui s'est largement diffusée par l'intermédiaire de YouTube. Même une culture des années 80 romancée. Romancée, exactement. C'est tout l'intérêt de la Vaporwave, de créer un roman, mais voilà. Et là, je traînais un petit peu sur la première page de YouTube. Je vois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air de parler de Squid Game, qui est le nouveau gros truc sur Netflix. Donc, on a quand même aussi sur cette première page beaucoup de choses qui viennent de Netflix et qui en fait sont des échos de ce qu'on peut trouver ailleurs, quoi, et qui donnent l'impression d'être un peu sponsor, financé, ce que vous voulez, et qui bon voilà, il y a certes, tout est accessible sur YouTube, mais il y a quand même des vidéos qui font des milliers et des millions et des millions de vues, et d'autres qui n'en font pas. La vidéo de Rotophile à 754 000 vues, c'est quand même beaucoup moins que le teaser de Spider-Man Coming Home de 3 minutes qui a vu 355 millions de vues en 24 heures. Alors après, il y a d'autres choses sur YouTube dont on n'a pas forcément parlé. C'est tout le système de mise en avant et de recommandation. C'est-à-dire que déjà YouTube, moi mon YouTube n'est pas votre YouTube en fait, et n'est pas le YouTube de nos auditeurs, etc. En fonction, certes on peut avoir pas mal de choses en commun, parce qu'on a quand même des grandes lignes culturelles proches, mais on a plein d'amis, etc. qui je pense quand ils ouvrent YouTube n'ont pas les mêmes recommandations que nous, si ce n'est sur la page de tendance. Et YouTube, justement, son algorithme, etc., va influencer. Et en fait, Netflix utilise le même modèle, c'est-à-dire que Netflix met en avant son contenu qui est produit par lui, puisque c'est normal, c'est là-dessus qu'il se fait de l'argent. Et le reste, c'est du contenu proposé en fonction de ce que j'ai déjà regardé, en fait, de ce que j'ai déjà recherché, etc. Et donc, du coup, mon Netflix d'accueil n'est pas le vôtre. Et voilà, peut-être Lily, tu vas embrayer un peu là-dessus, mais... Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, alors, moi j'ai fait ma propre petite enquête auprès d'enfants de 11 ans. Alors, on va pas se faire des idées, c'est des élèves. Hein, c'est des élèves à moi, parce que je suis prof. C'est pas grave, il y en a qui le savent. Tu donnes tellement d'informations sur ta vie, Lilith. Il y en a qui m'ont demandé de leur faire écouter quand je leur ai parlé de pourquoi je leur posais des questions sur YouTube. Alors, pour mettre le contexte, ils faisaient ce qu'on appelle des évaluations nationales, donc c'est des gamins de 6e qui faisaient des évaluations de français et de maths. Et comme c'était sur ordinateur, une fois qu'ils ont eu fini, ils m'ont demandé si ils pouvaient aller sur YouTube. Donc ils sont tous, mais littéralement tous, allés sur YouTube. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit « Non, moi je veux faire autre chose ». C'est tous.
Ils ont tous voulu aller sur YouTube. Et donc là, j'ai commencé à regarder ce qu'ils faisaient et ce qu'ils avaient envie de regarder à ce moment-là. Globalement, la plupart se sont lancés soit sur des vidéos d'animé, principalement du Naruto, et sur des vidéos de Squeezie. Squeezie est particulièrement populaire chez les jeunes enfants de 11 ans. Et ce qui... C'est étonnant. c'est assez étonnant, sachant que le mec a quand même notre âge, je crois. Donc c'est assez fou. Ah, tu donnes des informations sur notre âge. Ah bah ça va. Et encore, on n'a pas tous le même âge. Hein. Alors oui, donc c'est principalement des chaînes de gaming quand même. Il y a beaucoup beaucoup de chaînes par rapport à Minecraft, Fortnite et tout ça. Et alors ce qui leur est ressorti tout souvent, c'est donc ils aiment regarder YouTube parce que c'est du divertissement, donc comme on le disait tout à l'heure, mais aussi parce que pour certains, ils aimaient voir le fait qu'il y avait des choses différentes par rapport à la vie de tous les jours. Et ils voyaient justement, donc ça rejoint la situation un peu, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'intimité de tout à l'heure, mais en même temps, ils arrivent à voir quelque chose qui change de chez eux. Donc ça, c'est un truc qui leur plaisait beaucoup. Un échappatoire. De quoi ? Un genre d'échappatoire à leur vie qui est peut-être pas toujours facile. C'est ça. Effectivement, ils arrivaient à vivre à travers quelqu'un d'autre. Et aussi pour se renseigner. Alors c'est revenu assez souvent quand même. Ils regardent pour la plupart des vidéos d'information sur les chaînes de leur pays. Alors c'est des gamins qui ont des origines assez diverses et ça leur permettait de se tenir au courant de ce qui se passe dans leur pays, contrairement à ce qu'on peut voir sur les chaînes d'information principales qu'on a actuellement. Et c'est vrai qu'ils du coup comme ça ils ont accès à du contenu de gens qui vivent là-bas et du coup ils en ont pas ça leur permet de voir du contenu qui ne passe pas par le filtre média français entre guillemets qui pourrait altérer peut-être la vision des choses ou en tout cas n'aurait pas une vision complète de tout ce qui peut s'y passer. Et alors du coup par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'on a les mêmes passions et du coup c'est pour ça qu'on a plus ou moins les mêmes références en termes de visionnage. Moi ce qui m'a étonné c'est que c'est quand même des gamins avec toutes des personnalités extrêmement différentes, extrêmement diverses et avec des milieux aussi culturels extrêmement différents, des milieux sociaux de parents avec des tendances socio-professionnelles extrêmement différentes qui se rejoignaient tous autour quand même de ce média et de ces animés ou de Squeezie. Donc c'est la preuve que c'est quand même ça ratissait quand même très large malgré le fait que les enfants soient tous de milieux différents. Et après par rapport au fait qu'effectivement l'algorithme de YouTube, c'est l'impression que ça m'a fait quand j'ai commencé à regarder. Alors effectivement Nota Bene parce qu'il avait fait une vidéo en partenariat avec l'histoire nous le dira, je sais plus, le Québécois qui parle d'histoire quand il avait parlé de je crois que c'était pour la promotion des nouveaux Assassin's Creed Origins ou Odyssey, je sais plus. Il était revenu sur celui qui se passait à Paris, forcément c'était en France donc ça a eu forcément beaucoup d'impact. Et à partir du moment où j'ai commencé à regarder Nota Bene, YouTube m'a proposé 1 milliard de chaînes sur l'histoire alors que j'étais pas forcément passionnée par ça, je le sais toujours pas, hein. Mais j'ai l'impression de tourner quasiment que autour de ça en ce moment. Et c'est pour ça qu'effectivement je regarde que des youtubeurs qui ont fait des partenariats ou avec d'autres youtubeurs du même genre par exemple le Vortex où ça rassemble différents youtubeurs sur différents thèmes on va dire, mais qui les réunit autour d'un sujet commun, la vulgarisation que ce soit scientifique, historique, musicale et tout ça. Alors je vais en profiter pour parler d'une expression géographique. Tu remets une citation? Ah non, je vais pas remettre une citation, mais en fait, ce que tu es en train de dire, Lilith, ça me fait penser à ce qu'on appelle l'effet tunnel. En géographie, on parle d'effet tunnel, on en a parlé à partir du moment où on a construit des autoroutes un peu partout en France, et où il y a certaines portions du territoire français qui se sont retrouvées, des pauvres petites villes qui n'avaient rien demandé, qui se sont trouvées complètement éloignées du reste du territoire, parce que quand c'était mon grand-père qui prenait la voiture pour descendre dans le sud de la France et qui passait par les routes départementales ou nationales, il passait par des petits villages, mais à partir du moment où tout le monde passe par l'autoroute, on ne peut sortir qu'à certains endroits, on ne sort pas où on veut, il faut attendre quand on loupe... ce qui m'arrive régulièrement, quand on loupe la bonne sortie, en fait, il faut qu'on attende la prochaine sortie pour pouvoir quitter l'autoroute. Et moi, j'ai l'impression que YouTube nous donne, par ses recommandations, et que tu disais aussi à Atreid juste avant que Lilith conclue, ça me fait penser à cet effet tunnel, c'est-à-dire qu'en fait, on va regarder quelque chose, et comme YouTube va nous proposer une série de contenus qui ressemble à cette première chose, ça peut être très bien, mais en même temps ça a un effet pervers, ça veut dire que ça va nous enfermer
dans une petite bulle, dans un tunnel qui fait que il est très difficile. Par exemple, de mon côté, il va m'être très très difficile d'aller voir avec mon YouTube la vidéo de Polo qui fait Squid Game, ou alors du type dont je disais tout à l'heure que ses utilisateurs lui mettent des chats sur ses cheveux, enfin, parce qu'en fait YouTube me le proposera pas. Et donc par conséquent, moi je vais m'éloigner d'un autre pan qui va être utilisé par d'autres personnes. Et il y a une deuxième chose que je trouve un peu gênant là-dessus, c'est que nos utilisateurs de plus en plus jeunes, ils connaissent Squeezie parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde la première page de YouTube, sans avoir de cookies ou sans avoir un navigateur paramétré par notre utilisation, il va vous proposer des vidéos de Squeezie. Donc il est facile de cliquer dessus et ensuite de suivre un cheminement. Et en même temps, il en est là parce qu'il était beaucoup vu aussi. Après, c'est un cercle. Bien sûr, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais voilà. Je suis assez d'accord, je vais rebondir un peu là-dessus, c'est que le fait de proposer des choses en rapport, je trouve que c'est hyper bien. Parce que non seulement déjà quand tu te connectes, tu as des choses qui te ressemblent, et très vite, tu vas dériver sur plus de contenu de ce genre de choses. Le problème de ça, c'est que YouTube, il a dû forcément trouver un moyen aussi de juger de la qualité de ces contenus-là. Parce que t'as regardé un contenu Nota Bene sur la guerre 45, je pense que des vidéos sur la guerre 45, t'as de tout et de rien. Et donc forcément, YouTube se doit aussi de te proposer des des vidéos derrière qui vont te plaire. Parce que le but, c'est d'agrandir ton temps sur la plateforme et que t'en sois content. Et du coup, par ça, il a mis en avant du coup la popularité de ces vidéos-là. Et donc c'est devenu un espèce de côté très pervers qui fait que du coup, on met en avant celles qui sont déjà populaires, ou les créateurs de contenu qui sont déjà populaires, et ainsi de suite. Et du coup, forcément, les créateurs de contenu non populaires sont mis complètement de côté. Même s'ils font du contenu de qualité, c'est très très dur de réussir à se dégager et de dépasser certains seuils. Et à partir de ce moment-là, on crée une espèce de caste élitiste aussi, et le côté hyper avantageux de YouTube qui était que chacun pouvait créer son contenu sur la plateforme pour tout le monde, même si c'est toujours factuellement le cas, concrètement en termes de réalisation et autres, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et je trouve qu'on commence du coup à redériver vers le système pervers de la télévision. Et qui, YouTube recommence petit à petit à se retrouver dans cette même situation où si tu veux en faire ton métier, si tu veux en vivre, si tu veux commencer à te créer ta communauté et tout, en fait faut avoir des relations, faut être mis en avant par quelqu'un qui est populaire ou quoi. Et la télé aujourd'hui, c'était ça à l'époque, c'était ça qui rebutait les gens, c'était que c'était un système fermé où tu rentrais que si t'étais copain, ou si tu avais bossé là-dedans pendant quelques années à faire n'importe quoi avant de pouvoir avoir ta chance. Et là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on en revient à ce système-là un peu pervers, sans parler de tous les problèmes de course à l'audience et autres que ça entraîne aussi, parce que aujourd'hui si tu veux en vivre, il faut que tu fasses des vues, il faut que tu fasses du contenu régulièrement, et à partir de ce moment-là il faut que tes vidéos soient monétisées. Pour qu'elles soient monétisées, il faut pas qu'il y ait de sujets polémiques, parce que du coup YouTube a mis en place forcément des contrôles, que ça soit d'ordre droit d'auteur, mais aussi des contrôles au niveau du sujet de discussion, parce que forcément il y avait tout et n'importe quoi sur la plateforme. Et donc voilà, et donc du coup aujourd'hui la plateforme est en train de dériver aussi un peu en partie à cause de sa popularité. Moi ça fait c'est une question que je me posais, tu vois, la monétisation, les partenariats, les sponsorings que tu peux avoir, comment est-ce que du coup tu les as? Est-ce que du coup c'est toi, est-ce que t'as accès à la monétisation, enfin à un financement par un groupe tierce parce que t'es populaire, ou c'est le groupe tierce qui va venir te chercher pour te rendre populaire? Je pense que c'est un peu les deux sens à la fois. Mais voilà, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait qu'un YouTuber va finir par un moment donné se dire être sponsorisé par je sais pas telle marque qui veut faire de ce que j'en sais, donc effectivement il y a le côté monétisation de YouTube qui aujourd'hui représente vraiment plus beaucoup d'argent, alors qu'à ses débuts c'était plutôt attrayant. Où tu fais une vidéo et de base YouTube tu souhaites qu'elle soit monétisée. Si elle est monétisée, YouTube va analyser ta vidéo, et s'il la juge ok, c'est-à-dire pas polémique, pas machin, enfin bref, pas problématique sur aucun aspect, elle va être monétisée. Dans ce cas-là, tu auras des revenus en fonction du nombre de vues,
avec bien évidemment des paliers en fonction de la durée de la vidéo, en fonction de si tu en as 10 000, 20 000, etc. Alors après, j'ai pas le détail, mais dans l'idée, c'est ça. Et ensuite, effectivement, donc aujourd'hui, de plus en plus, donc les youtubeurs se font sponsoriser parce que YouTube ne rémunère plus assez, ou c'est un moyen justement de produire peut-être, de moins avoir cette contrainte de faire du contenu hyper régulier et de pouvoir faire du contenu un peu plus costaud, parce que les sponsoring t'offrent des finances un peu plus larges. Et de ce que j'ai compris à ce niveau-là, c'est plutôt souvent les marques qui contactent les youtubeurs en question pour sponsoriser. Enfin, les marques où ça peut être un musée, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être n'importe quoi, mais c'est plutôt souvent le youtubeur qui va contacter en disant bah voilà, est-ce que tu acceptes de faire notre pub en échange, voilà, il y a un contrat qui se met en place. Et puis après, ils se mettent d'accord entre eux. Souvent, le publicitaire demande à évidemment contrôler la pub que tu vas faire, s'assurer que tu parles pas mal de la marque et tout, ce qui n'était pas toujours vrai au début. Au début, il filait beaucoup d'argent et pas le regard, et là, petit à petit, les marques commencent à contrôler un peu plus la pub que tu fais pour être sûr que oulala, ça porte pas préjudice à la marque. Mais souvent, ça joue à la popularité. Donc, si toi tu veux te lancer demain sur YouTube, tu seras pas contacté tout de suite par des marques, quoi. Et donc du coup, si tu veux que ça devienne, parce que forcément ça prend du temps, si tu veux que ça devienne ton activité principale, c'est très compliqué en fait. C'est vraiment très très compliqué de réussir à se créer une popularité qui ensuite te permettra d'accéder à ces choses qui te financeront suffisamment pour en vivre. Et tu vois, du coup, l'aspect financement par une marque, ça pose le problème de ce que disait tout à l'heure Chacha, la question de la neutralité et de la véracité de ce que tu vois des sources d'information ou de la modération par YouTube ou même par les marques elles-mêmes. C'est que du coup, alors moi j'ai un chiffre, c'était pas en France mais c'est aux États-Unis, il y a 26% des internautes adultes qui disent s'informer sur YouTube. Et du coup, ça explique ce qu'on a aujourd'hui, la défiance qu'on a à l'égard des médias traditionnels comme la télévision et la radio. Ça marche aussi avec Twitter et Facebook. Mais cette idée que, voilà, derrière une vidéo que tu vas regarder au départ pour un certain divertissement ou information, tu sais que dans le fond, elle a été monétisée, du coup, va y avoir un biais, ça peut être quoi, économique, politique derrière. Je sais pas si tous les gens, je sais pas si ça dépend, peut-être les générations, ça dépend des personnes, mais je sais pas si les gens, quand ils regardent une vidéo, est-ce qu'ils se posent la question. Moi, je me suis posé la question, justement, en regardant les vidéos de Nota Bene, en me disant, bon, effectivement, est-ce qu'il m'a donné envie d'aller au musée Champollion à Grenoble dernièrement, est-ce que finalement j'ai réellement envie de ça, est-ce que j'aurais eu envie de ça si j'avais pas vu cette vidéo-là et que j'étais pas abonné. Je sais pas je sais pas si les gens se posent maintenant la question se disent qu'ils peuvent remettre en question, en tout cas réfléchir à leurs usages et leur visionnage de YouTube. YouTube, c'est un nouvel Eldorado pour les publicitaires, hein, ça c'est clair. Et encore maintenant, c'est vrai que la plupart des YouTubeurs vont dire attention, c'est une opération sponsorisée, etc. Mais il fut un temps où en fait ils allaient te parler d'un produit dans les vlogs, dans les machins, ils allaient te parler d'un produit comme si c'était naturel. On se rappelle du Doritos Gate. Ben oui, c'est du placement de produits. On parlait des bibliothèques, c'était Chacha qui parlait des bibliothèques derrière. Tu places une marque te demande de placer un produit derrière qu'ils viennent de mettre en vente, tu le places derrière, c'est de la pub déguisée. Donc il y a énormément de nouvelles façons de faire de la publicité, plus comme avant à la télé où c'était vraiment, tu avais des créneaux publicitaires, tu as une publicité de 1 minute, etc. Tu peux faire beaucoup plus de différentes choses au niveau de la pub et ça peut s'impacter sur les vidéos sans forcément que tu sois au courant ou en tout cas que tu l'aies vu. Et ça c'est vrai que ça peut être dangereux. Tout comme on peut très bien tomber, on aime un youtubeur, on aime quelqu'un, etc. Et puis d'un coup, petit à petit, son discours se met à changer. Il commence à parler de choses qui sont pas forcément vérifiables ou qui sont des fake news, etc. Et en fait, sans t'en rendre compte, dans 6 mois après, en fait, ton YouTube, il va être pollué de vidéos conspirationnistes et finalement, tu vas tomber dedans. Donc c'est ça aussi le problème de cet algorithme de YouTube, c'est en fait comme tout est fait de façon où la censure elle est faite
de base où il faut respecter un certain code, pas de nudité, pas de machin, pas de truc, t'as pas t'as pas une vision un peu plus critique de ce qui se passe en fait dans une vidéo et où ça peut mener des gens et surtout des adolescents, des personnes qui sont beaucoup plus jeunes en fait. Comment en fait, quel est l'impact d'une parole de ces youtubeurs qui sont devenus des stars. Tu parlais de Squeezie que tous les gamins de 11 ans regardaient. C'est quel est l'impact de leurs paroles et de leurs vidéos en fait, puisque du coup très vite, comme c'est un peu leur idole, ils peuvent suivre ce que leur idole décide de faire. Alors bah c'est toujours pareil, hein, c'est le débat éternel de l'homme sandwich quoi, qui s'était posé pas mal au niveau du journalisme et qui aujourd'hui se pose un peu au niveau de tous les producteurs de contenu, euh, qui le sont un peu quelque part, hein, et du coup effectivement aujourd'hui est-ce que tout le monde a ce détachement? Je sais pas en fait, et que ça soit je pense même que les anciennes générations ont moins ce recul là peut-être que les nouvelles. Parce que les nouvelles, je pense, sont peut-être plus adaptées à remettre en question ce qu'on leur présente naturellement. Enfin, après, j'en sais rien. Je connais pas de collégiens ou quoi qui sont sur YouTube. Mais oui, ou peut-être que plus vite ils leur mettront en question. Moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, quand on prend des personnes de 70-80 ans, ils remettent pas forcément en question les paroles du JT. Hmm. Nous, aujourd'hui, on les remet complètement en question. On sait qu'il y a des biais, on sait qu'on peut manipuler les images, le discours, etc. Aujourd'hui, sur YouTube, oui, forcément, il y a un biais parce on se sent un peu plus proche de la personne. Donc, quand on se dit, elle nous dit que ça c'est bien, c'est comme si un copain te disait, ah essaye ça, c'est vachement bien. Donc, forcément, on est plus susceptible de se faire avoir. Après, c'est comme tout, ça se démocratise. Il y a eu déjà des problèmes vis-à-vis de ça. Forcément, ça pose cette question-là. Et d'un autre côté, c'est compliqué de blâmer les créateurs de contenu parce qu'aujourd'hui, c'est leur seul moyen de se rémunérer et ils ont au moins la chance de choisir la pub et la marque avec qui ils veulent travailler. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, Chacha disait, ah, là sur la première page, il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de Squid Game. C'est assez marrant parce que finalement, c'est à se demander comment le succès est arrivé. Bon, il y a déjà le marketing de base sur Netflix qui arrive et qui met en avant cette série. Mais si en plus de ça, tous les youtubeurs qui sont créateurs de contenu que tu suis, etc., vont faire des vidéos spéciales sur cette nouvelle série qu'il faut absolument regarder, etc. Mais finalement, tout le monde va se mettre à regarder cette série. Quand Game of Thrones commençait à être de plus en plus populaire, tu avais énormément de vidéos sur YouTube qui parlaient de ces séries. Quand il y a un film qui sort, tu vas avoir énormément de vidéos en lien avec ce film, en lien avec l'univers. Tout comme Dune qui est sorti récemment, où tu as eu je sais pas combien de vidéos qui parlaient de l'univers, des livres, etc. Et donc du coup, finalement, il y a aussi cette orientation des vidéos de YouTube sur ce que tu dois ce que tu dois regarder ou ce qui est la chose à visionner en ce moment, à lire, à écouter. C'est comme ça que tu fais ta communication. En fait, ta communication pour n'importe quelle œuvre de pop culture doit passer par YouTube en fait pour toucher le plus de gens. Mais surtout, pour moi, YouTube est un moyen aujourd'hui de créer de la pop culture parce que justement, comme tu l'as dit, si c'est un peu populaire, eh ben, la plateforme va le mettre en avant. Et à partir de ce moment-là, comme elle la met en avant, ça crée de la popularité. Et donc, du coup, à partir d'un moment, on passe un palier et ça devient complètement exponentiel en termes de succès. Et donc, c'est un moyen de créer de la pop culture actuelle parce que y a un phénomène qui décolle un petit peu. Et donc à partir de ce moment-là, il y aura plus de contenu créé sur ce phénomène-là. Et donc ça va forcément être propulsé de plus en plus en avant. Et donc de plus en plus de gens vont être au courant, vont en parler. Et ainsi de suite. Et je pense que c'est ce qui s'est passé sur la culture geek actuelle ou quoi. Si aujourd'hui elle est si populaire, je pense que c'est aussi en partie grâce à la plateforme. En parlant de popularité, on est à presque 15 ans, on a plus de 15 ans d'existence de la plateforme YouTube. Est-ce que vous pensez, et ça va être votre phrase de conclusion, est-ce que vous pensez que dans les 15 prochaines années, est-ce que vous pensez que YouTube sera encore aussi au summum de son efficacité qu'elle est aujourd'hui? Ou est-ce on sera déjà passé à autre chose pour visionner du contenu ou des divertissements?
Question piège. Ouais, c'est piège ça. Clairement, on peut pas prévoir. Je vais revenir sur Vine en fait. Quand la plateforme est arrivée, elle a eu un succès fulgurant et tout le monde se disait oh là là, c'est vraiment la nouvelle façon de faire des vidéos, etc. Ça a été racheté par Twitter très rapidement, etc. Et puis du jour au lendemain, ça a chuté. Du jour au lendemain, en fait, tout est parti. Donc c'est vrai que YouTube a une ancienneté qui est très forte, mais tu sais pas ce qui peut arriver du jour au lendemain. Et tu sais pas si finalement, ouais, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce sera toujours aussi actuel. C'est vraiment... Après, on n'a pas les compétences pour juger ça, quoi. après, moi, je pense que c'est comme, tu vois, comme Instagram qui a été racheté par Facebook, comme YouTube qui est parti maintenant à Google, ça va devenir, ça va devenir un espèce de conglomérat de différentes plateformes qui finalement vont avoir la même visée. Donc on est vraiment déjà dans du post, comment on appelle ce genre-là, ce dont on parle souvent, mince, je sais plus quel auteur de SF français. Je sais plus. Damasio. Damasio, c'est ça. Merci Damasio. Damasio et les grands groupes qui possèdent tous les plus grands médias, enfin, je crois qu'on voit aussi un peu dans Blade Runner. Donc pour moi plus tard YouTube sera plutôt ça fera à nouveau partie, enfin il y aura plus YouTube, ou alors ça sera une des applications, autre application appartenant à Google ou à d'autres grands groupes, pareil. Et toi Chacha, tu penses est-ce que ça va continuer? Moi, je pense qu'on aura toujours des moyens de pouvoir regarder des vidéos. Ce sera peut-être d'autres plateformes, peut-être que ce sera encore YouTube. Voilà, il y a eu des tentatives quand même de YouTube. Ils ont essayé de sortir YouTube Music, puis ils ont essayé de sortir YouTube Premium, puis YouTube TV. Puis au fait, aujourd'hui, vous avez qu'un seul cube spécifique pour pouvoir écouter YouTube sans avoir à regarder la vidéo sur son téléphone. Bon, ce sera sans doute ça. Il y aura encore dans le paysage quelque chose de cet ordre-là. Il y aura peut-être un développement technologique qui fera qu'on aura d'autres manières aussi de visionner les choses. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça fait partie maintenant de notre environnement. Et puis c'est aussi une sorte d'antichambre. Comme tu le disais tout à l'heure, Ordos, c'est une antichambre pour pouvoir savoir si on va aller en salle voir tel ou tel film. La plupart des gens qu'on va suivre ou qui donnent des conseils sur la pop culture vont souvent être trigger par les gros événements qui sortent. Donc par exemple Dune, effectivement, où tout le monde s'est mis systématiquement à faire quelque chose autour. C'est de l'infox, c'est sous couvert d'information, c'est quelque chose qui est complètement une stratégie marketing qui fonctionne bien, puisqu'on je pense qu'on est tous allés voir Dune ici. Ouais, mais nous on serait allé le voir même sans le battage médiatique Warner. Exact. C'est pas faux. D'ailleurs, Warner qui est prêt à faire des trailers presque mensongers vis-à-vis de Dune pour essayer d'attirer du public. Ça, ils le font depuis. Ah, c'est moche. Alors du coup, on va... C'est pas nouveau, ça. Mais après, comme le disait Ordos, on sait pas ce qui peut se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit le paysage pop culture actuel serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient de la culture de niche, etc. Tu parlais notamment des animés et tout. Est-ce que je pense que en partie grâce à YouTube, ça a aidé à se démocratiser, à plaire à la population. Et donc voilà. Et donc en tout cas, c'est sûr, YouTube a eu son influence, que ça soit sur la façon dont on consomme et dont on se cultive. Et si aujourd'hui il n'y aurait pas Twitch sans YouTube. Mais il n'y a rien qui garantit qu'il n'y ait pas peut-être une autre plateforme qui débarque, on ne sait pas, d'Amazon ou autre, et qui ferait bien les choses ou qui aurait réussi à prendre le pli. Ça peut changer très très vite. On verra bien ce que ça donne par la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui YouTube est pas mal remis en question. Les gens aujourd'hui, YouTube blinde les pubs et propose un abonnement payant. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de payer YouTube parce que c'est Google derrière et donc ils voient pas forcément pourquoi ils le paieraient. Il y a plein de créateurs de contenu qui remettent en question l'algorithme de YouTube aussi, que ça soit la façon dont il met les choses en avant ou le système de monétisation. Voilà, aujourd'hui, YouTube est très raide. Dès qu'on parle d'un sujet un peu problématique, il va supprimer la monétisation et beaucoup de gens soupçonnent YouTube de faire ce qu'on appelle du shadow ban, c'est-à-dire de cacher la vidéo et de plus la recommander aux autres utilisateurs.
Donc voilà, aujourd'hui c'est beaucoup remis en question, même si les gens ils restent un peu coincés dessus parce que c'est la référence et tout le monde est dessus, donc faut être dessus. Je sais qu'aujourd'hui il est remis en question, donc c'est à voir comment Google prendra les choses, comment YouTube va évoluer, comment YouTube va s'adapter ou pas, pourra savoir si la plateforme tiendra encore 15 ans, 20 ans, ou si dans 3 ans elle a disparu du paysage. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait des dégâts qui parient sur nous et qui parient max de Bitcoin sur nous, mais ça arrivera pas, je crois. Et on verra, on sait pas. Et alors du coup, en parlant du fait que tout le monde est dessus, nous aussi on est dessus, notre chaîne Pop Culture est présente sur YouTube avec nos 4 premiers épisodes que vous avez peut-être déjà écoutés. Il n'y a que 3 abonnés, donc j'imagine que c'est nous, sauf un de nous 4 qui ne s'est pas abonné, qui est un mauvais... Ouais, c'est moi. Je viens de le découvrir, donc non. À t'abonner Ordos. C'est cette petite stratégie de marketing pour placer notre produit à la fin du podcast. Mais c'est surtout qu'il me l'a jamais recommandé, YouTube. Hein. Non, on n'est pas trop recommandé, je pense que c'est un problème, c'est parce qu'on parle de sujets vraiment très très polémiques. Ouais. Du coup, il veut pas nous mettre en avant, je pense. Il nous a classé dans la série Rotophile, donc du coup, Ouais, voilà ça. quoi. Et du coup, merci à vous 3 d'avoir participé à cette discussion autour de YouTube. Mais merci à toi, Lilith. On espère que les auditeurs se seront retrouvés dans nos propos. Et on espère que vous continuerez à regarder des vidéos, que ce soit sur YouTube ou pas. Ouais, et si vous avez des avis différents, ou en tout cas des expériences différentes à partager aussi, on est carrément preneur, que ce soit sur les vidéos YouTube ou sur Twitter et autres, parce que forcément, nous on parle du YouTube via notre vision des choses. Quelqu'un en Inde n'a pas la même vision de YouTube que quelqu'un en France. On est des trentenaires, etc. Donc on a notre vision. Quelqu'un de 12 ans n'aura pas la même vision de YouTube que nous. Ou peut-être que si, justement. Ça serait intéressant, en tout cas, à voir. Et du coup, des bisous. Allez, salut. Et oui. Des Allez, toutous. salut.